Lorsqu'on attend 40 minutes pour un autobus à moins 20 degrés Celsius, c'est à cause des paradis fiscaux. Lorsqu'un hôpital met 1 an et demi à procéder à une intervention chirurgicale, C'est à cause des paradis fiscaux. pourtant cruciale, C'est à cause des paradis fiscaux. Lorsque ferme un centre d'aide aux toxicomanes. C'est toujours à cause des paradis fiscaux. Lorsque s'effondre un viaduc faute d'entretien. C'est à cause des paradis fiscaux. Lorsqu'une commission scolaire abolit son programme pour les élèves en difficulté, C'est à cause des paradis fiscaux, man. Lorsqu'une compagnie de danse se voit incapable de rétribuer ses artistes Je pense que c'est à cause des paradis fiscaux. pour leurs répétitions, C'est à cause des paradis fiscaux. lorsqu'une télévision d'État supprime son service d'information internationale, Entre toi et moi, là, je pense que c'est à cause des paradis fiscaux. Messieurs, souverains anonymes, aujourd'hui nous recevons la visite de quelqu'un de très particulier, que j'ai nommé Monsieur Alain Donneau. Alain Donneau, Alain Donneau, bienvenue chez nous. Alain Donneau, Alain Donneau, bienvenue chez Évasion fiscale. Nèg c'est mal fait, nèg yo tout bandi, yo c'est tête réseau, paradis fiscaux, évasion fiscale, n'a voté pour yo, nèg yo c'est bandi, évasion fiscale. Paradis fiscaux, mais pour yo, nèg a volé moun. Alain Donneau, Alain Donneau. Work, 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 gotta work, 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 live to work, 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 die your work, 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 gotta work, 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 live to work, 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 die your work, work, work. Right now I bring you slavery. I feel it anchored in my bones. It's written in my DNA. It's even speaking to my soul. Don't mess with me, don't mess with me. That's what the system says to me. Everybody got tax to pay, but some of us can fly away. And from up there they tell us you must work until you bow down. But if you get to this knowledge, then it's a riot. Don't try to mess with me, this is new slavery, that's what they said to me. But if you touch my check, we have a problem. Work, 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 gotta work, 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 live to work, 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 die your work, work, work. New slave indeed, I am in need of a savior to show the doors of happiness and true freedom for tax incomes and welfare funds. I shouldn't be in need of green, where everything's in bulk and free. I know they made a slave of me. They printed papers IMV. And if I want it, they say you must work until you bow down. But if you get to this knowledge, then it's a riot. Don't try to mess with me, this is new slavery, that's what they said to me. But if you touch my check, we have a problem. Work, 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 gotta work, work, work,
Live to work, 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 work. Die your work, 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 work. Gotta work, 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 work. Live to work, 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 work. Die your work, 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 work. Mon cher Alain, bienvenue au Souverain Anonyme. Merci. Je m'appelle Caspi. Oui, enchanté. Ici, on est très chanceux, on se considère très chanceux d'avoir un invité comme vous. On sait que vous êtes conférencier, philosophe, écrivain, professeur. Et même depuis quelques temps, on a pu remarquer que vous êtes devenu une certaine vedette de télé-réalité. Ah oui, c'est vrai. Ah, on vous voit, on vos interviews et puis on se demande qu'est-ce qui se passe. on voit tout le monde qui est choqué, on voit des argumentations, on se dit ok, lui, il y a un potentiel. Mais l'affaire qu'on se disait tous, c'est dans toutes les entrevues qu'on a regardées, on vous avait exposé des vérités qui sont très graves. Vous avez nommé des noms, vous avez même donné des chiffres, vous avez exposé des grandes compagnies que la plupart d'entre nous n'auraient même pas osé penser attaquer. Et vous avez révélé à quel point c'est fou comment il y a des compagnies, par exemple comme dans votre livre Totalitarisme, vous avez pris par exemple la compagnie pétrolière Total qui a la main mise dans des gouvernements, des organisations d'État. Ils mettent leurs mains à l'intérieur de ces organisations-là pour favoriser des votes et pour pouvoir avoir la main mise justement dans le pouvoir politique de ces États-là. Ouais. Mais la question qu'on se pose toutes, et que les souverains anonymes, mais moi-même personnellement, c'est avec toutes les compagnies que vous avez attaquées, toutes les choses que vous avez révélées, tous les faits brûlants, si je peux dire, c'est... Quel est le prix sur votre tête? C'est-à-dire que la question se pose. Il y a quelques jours, il y a une journaliste à Malte qui a été assassinée parce qu'elle s'intéresse aux paradis fiscaux, à ceux qui les utilisent, qui essaient de... non seulement de cacher leur argent légalement, là, mais aussi de mener des opérations qui ne seraient pas permises chez eux, qui peuvent supposer de la pollution, des crises sociales graves, là, même des brutalités policières, bon, un certain nombre de choses sur des sites, par exemple, miniers, là, bon, ça existe. Elle a été assassinée, mais c'est quand même moins fréquent qu'à une époque, comme au Moyen-Âge, où sur la place publique, comme ça, on écartelait les membres des gens. Voilà, la guillotine, le pilori. Bon, on n'en est plus là non plus parce que c'est Michel Foucault, un philosophe là, du 20e siècle, qui en parle. C'est qu'en Occident, tendanciellement, on a surtout appris à condamner les gens symboliquement. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on prive quelqu'un de ses droits. On humilie quelqu'un, on met quelqu'un à la marge, on bloque les progressions de carrière de quelqu'un. Moi, par exemple, j'ai jamais pu être professeur à l'université parce que faudrait demander à ceux qui auraient pu être mes collègues. Mais bon, je veux dire, on bloque les gens et donc, quand on s'attaque à des pouvoirs, il ne faut pas s'attendre à se faire aimer d'eux. Éventuellement, on va nous poursuivre devant les tribunaux. Moi, ça a été mon cas pour un livre. On m'a poursuivi pour 11 millions de dollars pour avoir cité des documents publics concernant des sociétés minières, le Barrick Gold et Banro Corporation en particulier. Puis si c'est pas ça, ce sera des campagnes de diffamation dont sont capables les puissants parce qu'ils détiennent les médias. Et c'est d'autant plus vrai que, moi je dirais, de Total, mais des multinationales en général, là, Monsanto, Amazon, Microsoft, là, je sais pas moi, Disney, bon, Coca-Cola, ce sont aussi des souverains anonymes. Des gros souverains. Vous avez jamais reçu des menaces qui sont plus que monétaires ou des poursuites? Il y a eu les poursuites judiciaires, d'une part, puis il y a... Ce qu'on essaie de faire de quelqu'un qui gêne, c'est un tabou. Hein, c'est ça, c'est au sens plus anthropologique du terme. Un tabou, c'est quelqu'un dont il ne faut pas s'approcher parce qu'il nous contamine. On essaie de dire, lui, là, faites attention parce que si vous vous en approchez, il a la peste. Il a la peste. Il a une peste symbolique. On essaie en quelque sorte
Moi, ce que je constate, c'est quand je suis devant des gens qui sont ce que j'appelle des idéologues, c'est-à-dire des gens qui pensent en fonction du pouvoir. Ils ne pensent pas en fonction d'eux, ils ne pensent pas en fonction de l'intérêt collectif, ils ne pensent pas en fonction d'une morale, ils ne pensent pas en fonction de convictions. Ils pensent juste par rapport au pouvoir. Comment je vais manœuvrer pour être dans les bonnes grâces des puissants, puis comment je vais m'éloigner des faibles. Bon, sur un échiquier, là, c'est là qu'on a des carriéristes qui réussissent. Puis bon, je remarque que les idéologues, souvent, ils pensent pas vraiment ce qu'ils pensent. Ils pensent ce qu'ils pensent parce qu'ils pensent qu'en pensant comme ça, ils vont s'en sortir mieux que s'ils pensent autrement. Ouais. C'est juste stratégique. Ouais. Et quand on a vraiment pensé quelque chose, nous, parce qu'on critique les multinationales, on critique les grands cabinets d'avocats qui favorisent le crime, en fait, et qui le légalisent quand ils ont des clients puissants. Quand on critique les grandes banques, quand on critique Monsanto qui détruit l'agriculture, quand on critique, on le sait pourquoi. On a vraiment pris le temps d'y penser. On a vraiment réfléchi à son affaire. Et tandis que les idéologues, eux, sont juste là pour en quelque sorte, se fondre au discours des puissants pour se faire aimer d'eux et avoir des jobs, avoir des petits avantages, quoi. Des pots de vin, comme on dit. Ouais, ça peut être ça aussi, effectivement. Avec vous, j'ai votre livre « Une escroquerie légalisée ». Là-dedans, il y a un passage que j'ai bien aimé, quand ça dit « Lorsqu'on attend 40 minutes pour un autobus à moins 20 degrés Celsius, c'est à cause des paradis fiscaux ». Moi, personnellement, je suis un prisonnier. C'est sûr, certains, vous êtes à Bordeaux ici avec nous, les souverains anonymes. Mais d'ici quelques mois, je vais être libéré. Mm-hmm. Il y a un arrêt d'autobus juste en avant de la prison. Et l'affaire que je me suis dit, c'est que quand je vais être libéré, je sais que la prison va me donner un ticket d'autobus. Je vais marcher, je vais prendre mes sacs. Je vais aller à l'arrêt de la 69. Puis je vais commencer à réfléchir. Je vais commencer à penser à tous mes plans d'avenir. Qu'est-ce que je dois faire pour justement pas revenir ici? Surtout, je vais penser à aller voir ma mère. Mm-hmm. Mais l'affaire que je sais, c'est que l'autobus risque d'être en retard. Et là, maintenant, puisque j'ai lu votre livre, je sais c'est à cause de quoi. So, je me suis dit, tu sais quoi, si l'autobus est en retard, c'est pas grave, je suis libre. Mm-hmm. Je vais aller au bord de la rivière, je vais mettre mes mains dans l'eau, laver les mains, laver le visage, enlever toute la prison, toutes les années que j'ai passées ici, à me demander c'était quoi l'avenir. Je vais marcher jusqu'au métro, puis après, je vais rentrer chez moi avec la tête légère en me disant que oui, maintenant, je suis libre. Mm-hmm. Mais l'affaire que je me dis toujours, c'est est-ce qu'on est vraiment libre? Parce que j'ai l'impression que je vais sortir d'une prison pour rentrer dans une autre prison. Mm-hmm. Ça, c'est comme si tu sors d'un système pour rentrer dans un système parallèle, mais qui est encore plus malsain que le premier système. Oui. Mais ce sentiment-là, moi, je vous demande, est-ce que c'est quelque chose qui résumerait bien votre livre? Ben, moi, je partirais du texte, je sais pas si je dois dire une chanson ou comment on appelle ce que vous avez chanté, là, votre texte. Il nomme les choses, justement. Il me faisait penser, votre texte, à la chanson de Robert Charlebois, là, qui s'intitule « Mon pays », qui est un détournement d'une autre chanson de Gilles Vigneault, là, qui, elle, est plus folklorique. Hein. Mais, et puis, c'est sur le travail. Puis le refrain, c'est « travail, travail, travail ». C'est exactement la même chose. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire que quand on travaille d'une manière formelle, là, on s'intègre aux institutions de pouvoir, on cogne aux portes des employeurs, on a un CV, on dit voilà, je suis gentil, je suis bon, j'ai des compétences, je vous les offre. Qu'est-ce qui se passe? Surtout si on travaille pour des grandes entreprises. C'est que l'heure de travail qu'on donne à l'employeur, elle produit plus d'argent que ce que l'employeur nous donne. C'est pour ça qu'il nous embauche. S'il nous donne 15 $ de l'heure, ça veut dire que nous, on produit peut-être pour 50 $ de l'heure. Et donc, il y a une part de bénévolat dans le travail, parce qu'il y a une part du travail qui est en quelque sorte dont on est dépossédé. L'argent, par exemple, ne devrait pas être la propriété des banques, ça devrait être un bien commun. L'argent, qu'est-ce que c'est? C'est un code. Tu as travaillé, tu as mérité quelque chose qui te permet d'acheter quelque chose auprès de quelqu'un qui a lui aussi travaillé. Puis c'est un code pour qu'on fasse qu'on réfléchisse à l'entraide et qu'on favorise l'entraide. Si le code appartient à quelqu'un qui fait en sorte que dès lors que deux personnes travaillent l'un pour l'autre, ça lui rapporte un petit truc, ça devient du détournement. Ces institutions-là, justement, créent de l'argent à partir de rien du tout. C'est ça. C'est-à-dire que, par exemple, si une banque a un certain capital, là, de l'argent, elle peut prêter 10 fois ce qu'elle a.
Donc, elle peut créer de la monnaie. Donc, on va prêter à des gens qui achètent une maison. Quand ils remboursent leur prêt pour leur maison, en fait, l'argent existe le jour où on rembourse la banque. Ouais. Avant ça, il n'existait pas, quoi. Et donc, maintenant que la banque a fait cet argent-là, elle peut prêter 10 fois ce qu'on lui a donné. Et elle devient toujours plus puissante. Et elle peut avoir un pouvoir sur la société qu'ont jamais les gouvernements, alors qu'on ne vote pas pour les banquiers. On n'a pas de pouvoir sur eux. Et vous parliez tout à l'heure d'esclavagisme. Dans une entreprise, on perd nos droits quand on est employé. Ouais. Qu'est-ce qui se passe quand on est embauché puis qu'on rentre dans l'entreprise? On a un lien de subordination, officiellement en droit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on perd la liberté d'expression, on perd la liberté d'association. Il faut penser comme le patron, il faut parler comme le patron, il faut travailler au rythme que le patron nous indique. Et en fait, la liberté qu'on a dans la société, on ne l'a plus dans le travail. Ouais. Parce que, par définition, le salariat, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ta gueule, je te paie. Pense comme je veux que tu penses. Vibre comme je veux que tu vibres. Agis comme je veux que tu agisses. Hein? Et à la fin de la journée, après 8 heures, là, tu pourras faire ce que tu veux. Tu pourras faire de la musique, tu pourras faire les plats que tu veux, tu pourras parler à qui tu veux, de ce que tu veux, tu pourras avoir les opinions que tu veux. Mais au travail, tu n'existes que pour moi. Et c'est vrai qu'il y a une dimension esclavagiste là-dedans, qui est subtile, qui est enrobée de droit, qui est encadrée plus qu'avant. Là, on ne va pas tout confondre. Mais il y a une part d'esclavagisme parce qu'au travail, on est subordonné, on perd ses droits, et en plus, la valeur de la production qu'on fait nous échappe grandement parce qu'on nous donne juste, au titre du salaire, une petite part de ce qu'on a produit dans la journée. Donc, effectivement, il y a de quoi être révolté. Et donc, on peut se révolter d'une manière, en quelque sorte, individuelle, puis fâché, puis essayer de tout casser ou tricher comme les puissants. Mais on risque d'être très, très vulnérable, ou on peut essayer de s'organiser dans des formes plus collectives, quoi. Et l'intérêt, c'est d'essayer de garder son intégrité dans ces processus-là. Et pour le faire, moi je crois beaucoup au débat collectif, au débat public, même si ça peut être utopique, ainsi de suite, il y a plein de corrompus, Mais ce qui est intéressant, c'est d'essayer de mettre en commun nos forces, plutôt que d'être juste des individus qui essaient de s'en tirer, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est pas seulement de penser la liberté, mais c'est de penser les contraintes. Quelles contraintes on veut s'administrer socialement pour être capable de vivre en société, quoi. Et le problème, c'est quand on délaisse ces débats-là, les contraintes, c'est souvent celles des plus forts envers les plus faibles. Moi, c'est juste un sentiment que j'ai toujours l'impression que n'importe où tu vas, il y a toujours un prix à payer. Puis des fois, tu n'es même pas au courant que tu payes un prix. C'est comme si en prison, tu prends une sentence et puis on te la donne et tu purges ta peine, mais tu sors de prison, tu as l'impression que tu as payé ta dette à la société. Tu ne penses pas à t'évader. Tu as fait toutes tes heures, toutes tes minutes, toutes tes secondes d'emprisonnement justement à la fraction de seconde près. Et pour sortir dehors ensuite, pour après, maintenant, c'est « Oh non, maintenant, j'ai des billes à payer, j'ai ci, j'ai ça à faire. » Puis là, ils vont prendre des taxes. Là, tu te demandes pourquoi à chaque fois, il y a une nouvelle taxe qui sort de nulle part et tout. Mais ce qui me choque, moi, dans ces règles-là, c'est comment elles permettent aux puissants de s'en sortir et elles sanctionnent les faibles. Il y a une phrase dans un film de Charlie Chaplin que j'aime beaucoup, c'est Monsieur Verdoux, là, qui est en fait un film sur un criminel historique qui est Landru, hein, qui avait fasciné les foules au siècle dernier. Et Chaplin fait dire à son personnage cette phrase-ci: « Tuez un homme, vous êtes un criminel. Tuez-en des millions, vous êtes un héros. » Et il y a quelque chose du genre, par exemple, ce qui concerne la fraude fiscale. Ou même les larcins et les petits vols. Là. Prenez une pomme comme ça rapidement au supermarché, il y a 3 personnes qui vont vous tomber dessus, vous êtes en cours le lendemain, quoi. Mais le gouvernement va faire en sorte, si vous avez des millions, puis des millions, puis des millions, qu'il y ait des trous dans la loi pour que vous puissiez éviter de payer votre part d'impôt, même si le gouvernement va être là pour vous aider après, si vous voulez créer une entreprise, si vous voulez embaucher du monde. Là, le gouvernement va vous donner comme puissant, là, il va vous donner des services publics, il va vous asphalter les routes, il va donner l'électricité, l'eau, les aéroports vont être construits pour vous. Là, vous allez avoir droit à tout, mais quand va venir le temps de payer la facture, là, vous êtes capable de profiter de ce qu'on appelle des échappatoires. Là. En anglais, c'est les loopholes, là, les trous dans la loi, pour légalement contourner l'esprit de la loi qui veut que tout le monde paye son dû, tout le monde paye sa part. Quoi. La loi est faite pour détourner la loi.
Oui, exact. Ouais, quand on est puissant, oui, surtout si on peut se payer des avocats qui eux-mêmes savent comment créer les trous quand ils ne sont pas lobbyistes, puis quand ils ne vont pas souffler aux décideurs publics. Hey, tu devrais voter la loi comme ça, nous, on va pouvoir s'en sortir. Et on tape sur les faibles. Et ça c'est révoltant. Puis il y a deux attitudes. Hein. Une attitude individualiste, ça va être de dire je vais tricher moi aussi. Hein, si c'est puissant, c'est voyou. Hein, plein d'argent, avec des cravates, triche, je vais tricher moi aussi, mais on est vulnérable parce que nous, on n'a pas tous ces avocats-là. Quoi. Ou l'autre idée, c'est de militer politiquement pour essayer de faire en sorte que les règles s'appliquent à eux aussi. Mais ça, c'est compliqué, puis ça prend du temps, puis ça prend des grèves, puis des révolutions, puis des révoltes, puis de la discussion, puis de la démocratie. Lorsque la société pointe quelqu'un du doigt parce qu'il est sur la touche, là, il est marginal, c'est aussi la société qui a un problème, parce que c'est la société qui produit de la marge, c'est la société qui produit de l'exclusion. Une société produit ses problèmes, c'est pas juste des individus qui ont mal agi, qui sont mal dans leur tête ou qui sont mal dans leur peau. C'est un problème collectif, et si on pose les enjeux de manière collective, on va avancer. Alors, merci, monsieur. Merci. Je vais laisser la place à un autre qui va vous poser des questions. Très bien. On se revoit à la fin. C'était un plaisir. Bonjour Alain. Bonjour. Bonjour Pascal. Enchanté. Enchanté. Tu as un doctorat en philosophie, je crois? Oui. Oui, parfait. Je crois que tu l'as eu à Paris. Oui. Paris, c'est une très grande ville, j'ai entendu parler. Oui, petite grande ville. C'est-à-dire que la densité à Paris, la densité urbaine est plus grande qu'à New York. Mm-hmm. C'est-à-dire que c'est une métropole qui est petite en taille, mais étant donné le nombre d'habitants. Avec le nombre d'habitants, tout le monde se marche sur les pieds. Je ne sais pas si tu as entendu quand même parler de Bordeaux. Bordeaux, c'est une très grande prison qu'on pourrait dire qu'on se marche de la même manière sur les pieds aussi, assez souvent, je pourrais dire. Oui. Moi, j'ai eu mon secondaire 5 ici à Bordeaux. Okay. Oui, comme on a parlé tout à l'heure, tu as vu les écoles quand même, la bibliothèque. Bordeaux est beaucoup plus qu'une prison. Ici, il y a beaucoup plus que des détenus aussi. Il y a des étudiants, il y a des chanteurs. On a des chanteurs ici, on a des écrivains, on a des poètes, tellement de différents cas. Il y avait même des cours de poterie. Oui, exactement. Il y a des mondes qui font... Si jamais tu aurais vu le monde qui font des masques qu'on a ici sur les tables, je ne sais pas si tu les as vus. C'est vous qui les avez fait? Oui, exactement. C'est nous qui les avons fait. C'est vraiment impressionnant. Et il y en a beaucoup d'autres. Mais pour revenir au sujet... Tu sais, j'aurais vraiment aimé qu'à ma sortie, il y ait quasiment des journalistes, caméramans qui soient présents pour que je puisse leur dire et leur annoncer avec fierté qu'à Bordeaux, ça niaise pas. Il y a des détenus vraiment sérieux qui tiennent à démontrer qu'après leur sortie, que leur parcours à Bordeaux n'a pas été en vain. Le cliché souvent qu'on entend quand on lit les journaux, mais on sait que les journaux sont tendancieux, surtout... par rapport à différentes catégories de la population, on va dire la prison, c'est l'université du crime. Et toi, tu dis c'est beaucoup plus compliqué. C'est beaucoup plus complexe. On peut apprendre des choses, on peut grandir. Mais oui, vraiment. On peut vieillir. Moi j'y ai vieilli ici. On peut en apprendre beaucoup, beaucoup de choses à Bordeaux. Et les matières, les matières ici, à l'école, on a les matières quand même de base, mathématiques, français, anglais. On a des cours de musique aussi, on a des cours de poterie, comme tu as vu. Mais Alain, comme tu le sais, les journalistes ne sont pas toujours présents, n'est-ce pas? Ils ne sont pas toujours où est-ce qu'on désirait qu'ils le soient. Comme par exemple, aux Bahamas, aux Bermudes, les îles Vierges, toute cette archipel de Caraïbes. Ils totalisent environ 430 000 entreprises enregistrées, mais seulement pour 28 000 habitants. Je me demande vraiment où sont les 402 000 habitants restants, parce qu'il doit avoir beaucoup de congés, quoi. Oui. Dans ce que tu me dis, mais il faut savoir, c'est quoi un paradis fiscal, là, puisqu'il y en est question? Là. Un paradis fiscal, là, ce serait comme si, à l'échelle d'une personne, là, on pouvait aller travailler pour un employeur, puis dire à son employeur, bon, je suis ici, je prends l'autobus à chaque matin, je vais travailler là, dans le restaurant, disons, à chaque jour.
J'ai ma paye, je la dépense ici. J'ai mes commerces autour de ma maison. Voilà. Mais s'il te plaît, verse ma paye aux Bahamas. Avec ma carte, je vais aller tirer l'argent à la machine, là. Mais verse-la là-bas parce que là-bas, je ne paierai pas d'impôts. Puis on va faire comme si j'habitais là-bas. Puis que chaque jour, je venais travailler ici. Bon, c'est absurde. Mais les entreprises, c'est ça qu'elles font. C'est qu'elles sont, par exemple, à Montréal, elles fabriquent des produits qui sont le fruit du travail des employés. Là. Bon. Puis elles vendent ça à un Espagnol, mais la facture part des Bermudes, parce qu'elles ont créé une structure aux Bermudes. Donc les profits vont là. Ouais. Mais les gens n'en voient pas la couleur là-bas. Là. C'est juste des banques canadiennes qui gèrent ça. Je veux dire, il n'y a pas d'employés là-bas. Là. Bon, c'est sûr. C'est juste pour tricher. Si la facture partait d'ici, il faudrait payer des impôts. Oui. Puis là, ça ferait des services publics un peu meilleurs. Puis aussi je veux dire, quand les services publics sont pas bons, puis quand l'État est pas fort, ben ça veut dire qu'il y a toute une partie de la population qu'on abandonne. On va pas l'aider à s'éduquer, à être encadré, à avoir la connaissance des programmes sociaux. Qu'est-ce que peut faire quelqu'un qui vit sur l'aide sociale depuis 40 ans? Bon, je veux dire, comment on peut... L'État fait seulement abandonner cette personne-là à son sort. Puis après ça, on se demande pourquoi ça tourne mal dans des quartiers où il y a beaucoup de gens qui sont abandonnés. Quoi. Bon. Et pourquoi ils sont abandonnés? Parce que l'État s'en occupe pas. Pourquoi il s'en occupe pas? Parce qu'il n'y a pas d'argent. Pourquoi il n'y a pas d'argent? Parce qu'il n'impose pas, il taxe pas les organisations, les entreprises qui ont de l'argent. Et il leur dit, bon, moi, je ne t'imposerai pas parce que je n'ai pas envie de m'occuper de mon peuple. Je vais te laisser faire trop d'argent, d'être trop riche, d'avoir trop de pouvoir. Puis tu m'en donneras un petit peu quand je vais avoir fini ma carrière politique. Exactement. C'est à savoir si les journalistes n'ont pas besoin, comme vous, d'un doctorat en philosophie pour annoncer le peuple les injustices qui les concernent. C'est vraiment ridicule. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a les journalistes, mais il y a d'autres personnes qui écrivent et qui n'ont pas à être là pour parler de nous. Par exemple, il y a un philosophe que j'aime beaucoup qui s'appelle Jacques Rancière. Et Jacques Rancière lui a fait un livre qui s'appelle « Le maître ignorant ». Et dans son livre, il suit un personnage historique qui découvre qu'un enseignant peut ignorer ce que ses étudiants apprennent. C'est-à-dire que apprendre, c'est une chose qui concerne la personne qui apprend. Tu sais, le verbe apprendre a deux sens. Hein? On peut apprendre quelque chose parce qu'on est à coup d'essai et erreur, tout d'un coup, on apprend à réparer un moteur. On apprend. Ou on peut apprendre quelque chose à quelqu'un. Mais Rancière, ce qu'il dit, c'est que apprendre, c'est toujours une affaire qu'on fait par soi-même. On peut être aidé, on peut être accompagné, mais ce que montre en fait Rancière, c'est qu'il y a un type qui s'appelle Jacques Otto qui s'est retrouvé aux Pays-Bas au 19e siècle. Et il fallait qu'il enseigne des choses qu'il ignorait. On lui a dit, tu peux venir sur notre territoire, mais il va falloir que tu enseignes. Et là, il découvre que il parle même pas le flamand. Il parle même pas la langue de ses étudiants. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il fait seulement inciter les étudiants à lire, à se renseigner. Et à un moment donné, ces étudiants apprennent par eux-mêmes. Et là, ils se rendent compte que le maître n'est pas nécessaire. Il peut stimuler l'apprentissage. Il peut être un accompagnateur. Mais au fond, quand on apprend quelque chose, on l'apprend par soi-même. On n'a pas besoin que quelqu'un nous dise « Non, tu as besoin de moi pour apprendre ». Imaginons là, qu'il y a un adolescent qui passe un été dans un village, puis il y a une vieille voiture dans la cour arrière, là. Ben, il peut très bien ouvrir le capot, se mettre à apprendre comment fonctionne le moteur, aller sur Internet, lire des manuels. Il apprend par lui-même. Il n'y a peut-être pas de journalistes qui vous attendent en vous sortant, mais il y a des philosophes qui prévoient ce qui se passe ici et qui comprennent que les gens qui sont ici, quand ils le veulent, ils se savent intelligents. Et ils se savent portés par un potentiel. Et ils savent qu'ils n'ont pas besoin qu'on leur montre tout pour apprendre. Ils peuvent apprendre par eux-mêmes, en se débrouillant, en réfléchissant, oui, parce qu'ici, surtout ici, on apprend vraiment beaucoup par nous-mêmes. Ici, il y a certains détenus sont arrivés ici, ne savaient même pas cuisiner, mais à force de vouloir apprendre, de vouloir essayer de nouveaux trucs, essayer de nouveaux mets, de nouveaux repas, parce que ici, on n'a pas beaucoup de diversité. Alors, c'est sûr qu'il faut se donner un peu d'imagination, un peu de création. Alors, il y a beaucoup à apprendre ici. Et quels sont les comités qui existent ici? Il y a les comités ethniques, bien sûr, les comités
Parce on sait qu'à Bordeaux, il y a beaucoup de races. Pour qu'il n'y ait pas de malentendus, pas de contraintes, pas de tension, exactement. Que ça reste vraiment viable comme environnement, exactement. Et pourquoi il y a beaucoup d'Haïtiens ici? C'est tellement une bonne question. Parce que les Haïtiens ne sont pas des êtres humains pires que les autres. Exactement, on est égal à tout le monde, exactement. Alors, c'est quand même une question très importante. Pourquoi y a-t-il tant d'Haïtiens en prison? Et est-ce que c'est parce qu'on est haïtien ou parce qu'on est noir? Noir? Est-ce qu'on est parce qu'on est pauvre? Ouais. Je vais vous présenter mon cher ami Ronald. Il ne peut pas être avec nous aujourd'hui, mais vu qu'on parle en ce moment de ce sujet, je vais vous laisser écouter ce petit Il était dans la vidéo tout à l'heure. Exactement. Bonjour Alain, je m'appelle Ronald. Je ne peux pas être avec vous aujourd'hui, mais par la magie de la caméra, je vais quand même m'adresser à vous. Si la médiocratie, c'est penser mou, c'est jouer le jeu, comme tu l'as écrit dans ton livre, je vais essayer de ne pas penser mou, de penser dur, et surtout ne pas jouer le jeu. Je te soumets un fait. En prison, il y a trop de jeunes issus de l'immigration. Il y a trop de jeunes noirs. Et surtout, il y a trop de jeunes haïtiens. Moi, je suis d'origine haïtienne. Ce n'est pas ma première fois en dedans et je sais de quoi je parle. Ce qui m'interpelle, ce qui m'indigne, c'est le fait que tout le monde semble trouver ça normal, qu'il y a trop de jeunes noirs en dedans. Ne serait-ce pas une forme de médiocratie, ça? Ouais, la médiocratie, c'est c'est de penser par ce qu'on appelle des lieux communs, c'est-à-dire des espèces de réflexes qu'on a d'associer des choses ensemble. Noir égale prison, donner des noir étiquettes égale violence, noir égale pas trop cultivé, quoi. Blanc égale succès, argent. La classe, la bourgeoisie, quoi. Oui, bon, champagne, quoi. Bon. Cesser d'être médiocre, c'est faire preuve de critique. Et qu'est-ce que c'est la critique? C'est faire subir une analyse, une halte aux termes qu'on essaie de nous mettre dans la tête. Le pouvoir veut toujours nous mettre des termes dans la tête. Hein? On ouvre le journal, on écoute la radio, on écoute des experts, on écoute les élus, on écoute les représentants des entreprises. Ils veulent nous mettre la publicité. On veut nous mettre des choses dans la tête. Nous endoctriner, quoi. Ouais. Et la critique, qu'est-ce que c'est? C'est de se dire, mais pourquoi c'est comme ça? Pourquoi on nous dit ça? Pourquoi il y a tel mot qui apparaît? Pourquoi on nous incite à se présenter comme entrepreneur de soi-même puis se vendre auprès d'entreprises pour les satisfaire quant à ce qu'elles attendent de nous. Et vraiment, la question est excellente. Pourquoi il y a des Haïtiens en prison en surnombre? C'est pour des raisons sociales. C'est parce qu'on refoule des gens dans des quartiers en disant « débrouillez-vous ». Il y a des règles du jeu qui ne sont pas à votre avantage. Et si vous n'essayez pas de vous y inscrire, même si elles ne sont pas à votre avantage, dès lors que vous ne vous y inscrirez pas, on va vous punir. Parce que vous aurez créé vos propres dynamiques, vous aurez créé vos propres logiques, vous aurez créé... Et éventuellement, ces logiques-là, ces dynamiques-là sociales, là, qui sont celles d'une communauté, d'un quartier, on peut les juger dommages. On pourrait souhaiter plus d'éducation, des meilleurs services sociaux, des meilleurs soutiens de l'État pour tirer vers le haut. C'est là encore que les paradis fiscaux font effet, parce que l'argent qu'on perd justement dans les paradis fiscaux empêche justement l'évolution de nouveaux quartiers, de bons quartiers, justement qu'ils ont besoin de fonds pour remonter, pour se remettre sur pied. Oui, exactement.
Exactement. Et ensuite, on jette la faute sur les individus. Exactement. On dit, t'as fait ça, t'as volé une pomme, t'as dealé, t'as fait... Et en fait, on rejette la faute sur des gens qui sont dans des dynamiques sociales et la société ne prend pas sur elle sa responsabilité. Envers cette population. Et le jour où la petite fille et le petit garçon d'Outremont et la petite fille et le petit garçon de Montréal-Nord partiront sur le même pied et auront à peu près un cadre similaire. Là, on pourra juger les gens. Exactement. Mais là, c'est comme si on demandait à quelqu'un qui est en trottinette de faire une course avec une Ferrari. Non, c'est sûr. Et là, on dit, mais voilà, ça, c'est les règles du jeu. Puis si tu n'arrives pas à suivre, t'es un perdant. Puis on va... Arrange-toi avec tes problèmes. Ouais, c'est vraiment ça. Et puis j'imagine que... Je veux dire, ce qui est intéressant quand on est dominé par un système, c'est qu'on apprend vraiment à le connaître. Alors que ceux qui profitent du système, souvent, ne le voient même pas. Et c'est une mince consolation, là, mais ça nous donne une longueur d'avance et ça nous rend peut-être plus intelligents. Quand on parle à des gens bourgeois, tout à fait intégrés dans des institutions qui sont des institutions de pouvoir, souvent, ils ne comprennent pas la violence de la société. Il y a plein de choses de la société qu'ils ne voient pas. Les sociologues du monde carcéral, là, parce qu'il y en a qui font une étude de la vie carcérale, là, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils vont voir des détenus puis ils leur disent « Qu'est-ce que tu penses de ta situation? Qu'est-ce que tu vis? » En fait, les gens qui sont dans une situation, ben, ils sont intelligents, puis ils pensent quelque chose de ce qu'ils vivent, et c'est eux qui ont un discours. Et les sociologues, les anthropologues, ceux qui étudient la réalité carcérale, tout ce qu'ils font, c'est qu'ils écoutent l'intelligence des gens qui vivent la situation et ils le traduisent en des termes peut-être un peu scientifiques, ainsi de suite. Ça peut être intéressant, hein? Je ne dis pas que c'est pas intéressant, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut partir de l'intelligence de ceux qui vivent la situation pour être capable d'en parler, parce que l'intelligence, c'est pas le monopole de gens qui ont du pouvoir, de gens qui ont de l'argent. L'intelligence est à tout le monde. Et ce qui est intéressant, c'est même quand on est dominé, même quand on est méprisé par la société, ça ne nous enlève pas l'intelligence. Au contraire, en effet, parce que là, on est dans une situation où on est stimulé. On se dit, mais pourquoi moi? Pourquoi je suis là? Pourquoi c'est pas l'autre? Pourquoi celui qui vole des millions, il reçoit des trophées et des médailles? Ça nous donne le goût de savoir beaucoup plus de pourquoi, beaucoup plus de connaissances, beaucoup plus à apprendre, beaucoup plus pourquoi nous sommes dans cette situation-là et pas l'autre individu. Je suis allé 4 fois en Haïti. Ah oui? Je suis allé à l'École normale supérieure, puis l'Université d'État d'Haïti. J'ai donné des cours. Puis dans des centres là aussi, le Focal, au centre de Port-au-Prince. Et j'ai donné des cours, j'ai fait des présentations sur les paradis fiscaux. J'ai essayé d'expliquer pourquoi l'argent des Duvalier avait été en Suisse et pourquoi les Duvalier, quand Duvalier fils est parti en 1986, alors que la Suisse avait gelé son argent, là. La Suisse avait fait en sorte qu'il n'ait pas son argent pour pouvoir se rendre en France. Avec cet argent qu'il avait caché, qui était l'argent des Haïtiens qu'il a volé, il a fallu qu'il passe par des banques canadiennes. Et c'est des banques canadiennes qui ont aidé Duvalier à sortir de Port-au-Prince en 1986 pour s'en mettre plein les poches dans une villa du sud de la France où il se l'est coulé douce pour le reste de ses jours. Bon, j'ai expliqué ça aux gens d'Haïti. Des gens qui sont réputés pas avoir de diplôme, pas avoir étudié, pas être dans les hautes sphères, pas être des grands scientifiques, ainsi de suite. La semaine suivante, je me retrouve à Montréal et j'ai expliqué la même chose à des petits bourgeois d'Outremont. Ils comprenaient pas. Ouais, non, c'est ça. Ils comprenaient pas parce que leurs parents, c'est pas nécessairement des banquiers. C'est des gens gentils, là. C'était pas des gens méchants ou stupides. Mais simplement, leur situation faisait que pour eux, tout va bien, le monde tourne. Pour eux, ça les approche pas parce que c'est pas eux qui se font voler. Exactement. Ouais. Quand tu te fais voler, tu veux savoir pourquoi. Quand tu voles, tu veux savoir comment. Mais quand tu es entre les deux, tu le vois même pas. Quoi. Exactement, tu le vois pas, ça te passe par-dessus la tête. Ouais. Merci beaucoup. Bonne journée.
Bonjour Alain, ça va bien? Oui, bonjour. Tout à l'heure, tu disais, tu parlais d'un gars très intelligent. Ben bon, t'en as un devant toi, un gars très intelligent. J'en ai pas douté une Je seconde. me présente, moi c'est Jean-Pierre. Salut. En fait, moi et les souverains, nous avons écouté plusieurs émissions à la télé parlant où tu nous donnais des chiffres, des noms, les multinationales qui pratiquent les fraudes fiscales, les évasions fiscales. Tu nous as même avancé le chiffre de 150 milliards de dollars qu'on perd à chaque année ici au Canada, qui s'en vont dans les paradis fiscaux. Après tout ça, les gens, je sais pas, ils devraient se révolter, ils devraient réclamer justice, tu sais, ils devraient même réclamer le changement de ces lois-là, de certaines lois. Moi, j'arrive pas à expliquer aussi le silence des citoyens face à ces grands crimes. Aux yeux des citoyens, eux autres sont vus comme des héros, c'est des héros. Mais pour moi, eux autres, c'est des zéros. Tu comprends? C'est pas... Le monde, il les voit, comme vous avez nommé Coca-Cola, Microsoft, le monde, ils sont aveuglés par leurs produits, ils vendent leur marketing, ils mettent Coca-Cola, il y a plein d'affaires comme si c'est pas nécessairement bon pour la santé, mais le monde va quand même appuyer, acheter. Moi, j'ai peur que tout ce que toi tu fais, toute ta démarche, ça serve carrément à rien. Là. Tu comprends? Et je me dis aussi, alors, à quoi ça sert de réclamer tout ça? Parce que en même temps, j'ai déjà eu un débat avec Mohamed. Je me dis, tu sais, c'est bien beau qu'il en parle, c'est bien beau qu'il fasse, mais est-ce que tu penses vraiment que ça va changer quelque chose? Est-ce que tu penses vraiment que ça aura un... Comment je pourrais dire? Un impact. Un impact. Moi, je suis désespéré. OK? Et en même temps, je suis plein d'espoir. Bon, et c'est pour ça que je fais des bouquins. Pourquoi? C'est quoi un bouquin? C'est le développement d'une étape qui peut-être nous mène à une solution. Je m'explique. Si j'ai besoin de carottes, je vais pas écrire un livre. Je vais m'arranger pour aller chercher des carottes là où il y en a parce que je suis dans un monde où je peux encore régler ce problème-là d'une manière pratique. Quand on fait des livres, c'est quand on est confronté à des problèmes qui n'ont pas immédiatement de solution. Là, je suis confronté à un problème là, tellement grand que je peux pas le régler comme quand j'ai besoin de carottes puis je vais chercher des carottes ou quand j'ai besoin de m'acheter un lacet. Donc, mais c'est pas parce que je ne peux pas le régler tout de suite qu'il n'y a rien à faire. Tu sais, entre être incapable de régler un problème parce qu'il est collectif, parce qu'il est historique, parce qu'il est politique, parce qu'il est vaste, là. C'est une société qui est malade. Là. On est des fourmis à côté d'eux. C'est ça. Exactement. Mais c'est pas parce que je peux pas le régler que tout ce qui reste à faire, c'est le suicide collectif. T'sais. Entre le suicide collectif, puis comme l'espèce de... et la solution, quoi, entre l'inaction, tu sais, il y a tout ce qu'on peut essayer de faire. Et écrire, c'est se dire, j'ai pas la solution, vous l'avez pas non plus, personne ici l'a, tout seul. Mais peut-être qu'ensemble, historiquement, on peut avancer. Puis c'est comme ça qu'on a eu des droits. Ça, c'est ton mouvement, c'est ça que tu essaies vraiment de faire. Intuitivement. Parce que les gens, en tant que tels, on le sait, ça paraît dans la société aussi, comme avec les nids de poules et tout ça, là, ça paraît. Là. Mais oui, en effet. Est-ce qu'il y a quelque chose vraiment qui change? Moi, il y a deux choses. Je ne m'empêche pas de penser parce que j'ai pas la solution. Parce que très souvent, ce que les gens font, c'est qu'ils se restreignent à penser ce qu'ils peuvent régler immédiatement. Moi, mon métier, si tu veux, c'est de penser des problèmes qui excèdent notre capacité à les régler simplement pour se dire les choses. Un exemple, les multinationales. Moi, je pense que le problème multinational, c'est les multinationales. Il faut les démanteler. Le Canada. Je pense que le problème du Canada, c'est le Canada. Il faut le démanteler. Je pense que le problème des paradis fiscaux, c'est les paradis fiscaux. Il faut les démanteler. Faut repartir sur de nouvelles bases. Il faut se donner des institutions qui nous ressemblent. Il faut sentir qu'on participe à l'élaboration des lois, qu'on distribue la richesse, qu'on pense l'organisation de la société de façon à avoir un rapport égal au travail, à l'effort, à la répartition des biens, ainsi de suite. C'est complètement, en quelque sorte, visionnaire, si tu veux. Enfin, oui, un peu comme quand on veut la paix dans le monde, on va dire, on veut la paix dans le monde, on veut que les guerres arrêtent, tout le monde veut la paix, tout le monde, mais on s'entend que même si on se met tous d'accord, on dit on arrête de faire la guerre. Mais là, il y a des choses qu'on ne dit pas, par contre, c'est que les paradis fiscaux, on ne les connaissait pas avant que des gens en parlent. Les multinationales, on pense qu'elles sont là pour nous alors qu'elles sont là pour elles. On pense qu'il est normal qu'il y en ait alors que se sont imposées dans l'histoire comme des mafias.
Hein, le modèle de la multinationale, c'est la mafia. Tu sais, la plus grosse mafia, c'est le gouvernement. C'est surtout, je pense, les pouvoirs privés quoi, qui ont beaucoup plus de pouvoir. Je dis les pouvoirs privés, je veux dire les entreprises qui ont beaucoup plus de pouvoir aujourd'hui que les États. Les États sont devenus un peu à la... Ils ont beaucoup plus d'influence parce qu'ils ont beaucoup plus d'argent. Et c'est des choses qu'on analyse. Et c'est quand on les analyse qu'on arrive à comprendre comment fonctionne l'adversaire. Et quand on comprend comment fonctionne l'adversaire, on peut trouver des stratégies qui nous permettent collectivement de mieux... En gros, si je comprends, c'est ça que tu essaies de faire vraiment, toi. C'est vraiment de créer des stratégies pour essayer d'embarquer plus de monde avec toi. Ben, peut-être pas aussi clairement. Moi, j'essaie de faire... Moi, j'écris ceci, là. OK? Je le donne à quelqu'un tel que vous. Et mon espoir, c'est qu'en le lisant, il y a des idées qui vous viennent en tête que j'aurais pas eu moi-même parce que vous avez lu autre chose entre-temps, d'autres expériences, d'autres contacts. Et on est plusieurs à vivre ça. Puis peut-être que dans 25 ans, par ces petits efforts, on sera capable d'obtenir des droits qu'on n'avait pas avant. Comme ça s'est fait dans l'histoire, les congés payés, les vacances, des services sociaux, le droit de se faire soigner, ça n'existait pas il y a 200 ans. On se cassait un bras, on était cuit pour le reste de ses jours. Ouais. Et ça a été conquis par des luttes sociales, par des mouvements politiques, par des récits, par des livres, par des discours. Tout le monde qui faisait ça était désespéré. En disant ça sert à rien, la police nous rentre dedans, on reçoit des coups de matraque, on publie des tracts, ils finissent dans le caniveau, on écrit des livres, ils finissent au pilon, on publie des journaux militants ou progressistes, et puis ils font faillite, puis on vote pour des gouvernements, puis ils nous mentent, puis ils nous trompent. On fait tout ça pour rien, mais étrangement dans l'histoire, à force de frapper sur le même clou, on a quand même des acquis. On a le salaire minimum, on a l'éducation gratuite, on a l'accès aux soins de santé. Et aujourd'hui, c'est ça qu'on veut nous enlever. Et des gens comme moi essaient de le comprendre. Pas pour moi-même, mais pour vous, pour vos amis, pour votre famille, pour votre mère, pour ma mère, pour nos semblables. En se disant, ce serait important qu'on comprenne qu'on est en train de se faire avoir. Parce que si on ne le comprend pas, ça va seulement continuer. Et si on le comprend, peut-être qu'il se passera quelque chose. Et c'est pour ça que je dis que moi, je suis à moitié désespéré puis à moitié mu par des grands espoirs. Pourquoi désespéré? Parce que c'est quand on est désespéré qu'on écrit des livres. C'est quand on est désespéré qu'on écrit des chansons. C'est quand on est désespéré qu'on écrit sur des bannières « Vive la paix, vive la liberté ». Vous êtes réveillé, vous êtes dit « Je suis tanné de tout ça, et là, il faut que j'en parle. Là. Il faut que je laisse le monde savoir. » Ouais, il y a cette phrase de quelqu'un qui s'appelle Étienne Laboétie qui a dit « Ils sont grands parce qu'on est à genoux ». Ça, c'est une grosse phrase. Hein? Ils sont grands parce qu'on est à genoux. Je l'aime bien, celle-là. Nous sommes à genoux, pas parce que je suis à genoux. Nous sommes à genoux. C'est collectif. Nous agenouillons devant des gens qui sont médiocres, qui sont pas impressionnants, qui sont pas intelligents, qui sont pas généreux. Mais nous, on les voit comme des héros. Oui, parce qu'ils mettent à leur service, parce qu'ils ont de l'argent, et c'est à peu près tout, des faiseurs d'images, des publicitaires, des spécialistes en communication, des psychologues, des neurologues, et puis ils se construisent toute une image, mais si on les rencontre là, dans la vie privée, ils nous impressionnent pas toujours, hein, pour dire, c'est le moins qu'on peut se dire. Mais surtout, moi, quand j'agis, quand j'écris, quand je pense, j'ai l'impression d'emblée d'être d'un collectif. Quand j'écris, là, c'est pas moi qui écris. J'essaie d'écrire pour tout le monde. J'essaie de me demander qu'est-ce que tout le monde est à même de penser, qu'est-ce que tout le monde est à même de voir. Et c'est pour ça que je parle jamais de moi. Je me dis jamais, je me lève le matin, je suis fatigué, je me gratte, je me tâte, je me dis... ça serait donc plus facile si j'étais ceci, ou ce matin, je suis de bonne humeur. J'ai pas de page Facebook, par exemple. Moi, vous n'avez pas de page Facebook? Non, ce qui m'intéresse, c'est d'écrire pour tout le monde. Et je me prends, c'est peut-être un peu délirant, mais je me prends pour un collectif. Et j'ai l'impression, quand j'écris, que c'est tout le monde qui pourrait se dire ça. Et je ne suis plus moi-même quand j'écris. Après ça, le matin, je me lève, j'ai mes problèmes, je bois mon café, je dis j'ai ma vie. Mais quand j'écris, je suis tout le monde. Et je crois que tout le monde est plus fort en se sachant sujet collectif, c'est-à-dire un peuple, qu'en étant juste un amas d'individus. Et les puissants, ils veulent nous mettre dans la tête qu'on est juste des individus. Hein? On est juste des individus, on mange de la pizza surgelée en regardant TVA, là, puis c'est tout ce qu'on est. Alors que dans l'histoire, on est des peuples, quoi. Ben oui. Merci beaucoup, Alain. Ça m'aide beaucoup mieux à comprendre les questions que je me posais avec Mohamed aussi.
Bonjour Alain. Bonjour. Je m'appelle Brandon. Enchanté. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt vos reportages à la télé et vous démontrez d'une façon très brillante comment les gens de pouvoir financier abusent de leur pouvoir. Moi, je suis pas un homme de pouvoir. Par contre, j'ai commis des gestes que je suis en train de corriger en ce moment. J'assume les conséquences de mes gestes et je paye ma dette envers la société. Quand je vais quitter cette prison, j'aurai la conscience tranquille. Je redeviendrai citoyen à part entière. Si l'évasion fiscale est un crime, beaucoup de criminels ne sont pas en prison. Ils n'assument pas leurs responsabilités. Ils ne payent pas leurs dettes envers la société. Avec de telles injustices, comment faire confiance à notre système de justice? Quel message on envoie aux petits criminels? Dans ce contexte, comment construire une justice sociale digne de ce nom? Ben, c'est vraiment des bonnes questions. Hein. Il y a un sociologue qui m'impressionne beaucoup, qui est Émile Durkheim, qui est quelqu'un qui a écrit il y a à peu près 100 ans. Et lui, il disait... Une chose, c'est que la loi, c'est une chose politique. C'est pas une affaire technique. C'est pas une affaire d'experts. La loi, c'est à tout le monde. C'est l'affaire de tout le monde, la loi. Elle nous concerne tous. Et si on est en démocratie, ce qui n'est pas le cas, là, on n'est pas en démocratie, mais si on était en démocratie, la loi serait le reflet de ce qu'on estime juste. Hein? Et ce qu'on estime devoir être puni et devoir être encouragé. Hein? C'est ça, la loi. Mais là, la loi, aujourd'hui, elle a plus à voir avec ce qu'on peut appeler la morale. Là, hein? C'est ça, ce que Durkheim voulait dire. Hein? Faire travailler des enfants de force... Hein, on va se dire, avec un fusil sur la tempe, là, on va dire, c'est pas tellement moral. Tu sais. Prendre l'argent de tout le monde, hein, c'est-à-dire l'argent des impôts, puis les mettre dans ses poches, c'est pas tellement moral. Contourner les règles, parce qu'on a financé celui qui les établit, alors que tous les autres respectent la règle, c'est pas tellement moral. Aujourd'hui, la loi, elle permet comment dire... Elle permet le laisser-faire, hein? La complaisance, elle permet en quelque sorte des délits, hein? Alors que toute une catégorie moins riche est obligée de respecter les règles. C'est-à-dire que moi, je compare souvent là, les lois aujourd'hui un peu comme si dans un poste à péage, il y avait toutes les voitures qui devaient payer, sauf qu'il y avait une voie d'accotement pour les voitures de luxe. Hein? C'est un peu ça le droit aujourd'hui. Il y a le droit... Puis là, tout d'un coup, le droit prévoit que si tu es riche, tu n'as pas besoin de respecter les mêmes contraintes que les autres. Tu peux placer ton argent ailleurs, tu peux faire travailler des enfants si tu crées une structure en Jamaïque, par exemple, ou en Inde. Bon. Et c'est comme ça que tu fais beaucoup d'argent, quoi. Et il y a aussi la question de faire valoir les droits. On a plein de droits, mais si on n'a pas les moyens de se payer un avocat, on ne peut pas faire valoir ces droits. On ne peut pas s'assurer qu'on va avoir une meilleure défense que si on n'a pas d'argent. Mais ça n'a pas de sens. Les droits ne devraient pas être liés au montant d'argent qu'on a dans sa poche. Ils devraient valoir pour tout le monde. Mais aujourd'hui, effectivement, si on a les moyens de se payer un avocat, si on a les moyens de payer des experts, si on a les moyens de se payer tout ce qu'il faut pour convaincre un juge, bien, on va s'en sortir mieux que si on n'a pas les moyens. C'est un petit peu comme si on allait à l'hôpital et que l'hôpital était financé par l'État, mais pas le personnel. Puis pour avoir accès aux soins de santé, il fallait payer de sa poche. Mais ça s'en vient d'ailleurs. On est dans un système comme ça. Et ce qui serait souhaitable, c'est que la loi soit en quelque sorte une façon d'imposer à tout le monde des règles et qu'on s'y reconnaisse. Et c'est pour ça que moi la liberté, elle ne m'intéresse pas tellement comme notion. Là. Ce qui m'intéresse, c'est les contraintes. Et ce qui m'intéresse, c'est qu'on soit capable, tous ensemble, de réfléchir aux contraintes qu'on veut s'imposer tous ensemble. Plutôt que de dire, vous êtes riche, donc vous allez avoir moins de contraintes, parce que de toute façon, juste votre argent vous permet de vous payer toutes sortes de choses que des gens pauvres n'auront jamais. Et nous, on va se prendre plein de contraintes parce qu'on a tout un dispositif qui nous en sert, là, des policiers, des surveillants, des vidéocaméras, je veux dire, des travailleurs sociaux, des gens comme ça qui au fond, nous encadrent, alors que vous êtes dans un univers où vous n'êtes pas encadré. Bon, vous payez ceux qui encadrent pour encadrer les autres, pour les mettre hors concurrence, quoi. Donc là, ce qui serait intéressant, c'est qu'on milite, on réfléchisse à
à un monde, puis ce monde dans lequel on est en crise, là, il ne va pas durer longtemps, la crise du pétrole, crise écologique, crise climatique, crise morale. Là, on est dans un monde en crise. Là. Il vacille, ce monde-là. Il n'y a pas beaucoup d'avenir. Donc, ce monde-là va sans doute être tellement défaillant avec les années qu'il va laisser de la place à autre chose. Et là, il faudra avoir la maturité de se dire collectivement, même si on est très, très nombreux, quelles sont les règles qu'on veut se donner. Comment on veut que la loi soit quelque chose en laquelle on croit, qu'on la trouve juste. Et pour qu'on la trouve juste, il faut en faire une affaire commune. Il faut sentir que lorsque, comme collectivité, on s'applique à nous-mêmes des contraintes, ces contraintes-là soient réfléchies ensemble, librement. Hein? C'est toute la différence entre avoir un furieux, un malade mental qui nous dit « Voilà comment vous allez agir parce que je suis plus fort que vous, puis je vais vous donner des coups de bâton si vous ne suivez pas les règles. » Et un monde dans lequel on se dit « Ben, on est plusieurs, il faut quand même des règles, parce qu'on ne va pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Là, on va quand même s'entendre. Dès qu'on est plus que deux, on se donne des règles, et même quand on est deux, on se donne des règles, même quand on est tout seul, on se donne des règles. Donc, on va se donner des règles, là, c'est-à-dire des contraintes, mais on va y penser librement à titre égal. On va à titre égal... délibérer, réfléchir ensemble sur les types de contraintes qu'on veut s'imposer pour vivre en société. Mais aujourd'hui, la loi est devenue une technique. La loi, c'est devenu une affaire de puissants. C'est la loi du plus fort. Ouais. C'est ça, la loi, aujourd'hui. Et quand il y a un auteur aussi, je lis des bouquins, c'est mon métier, je lis des bouquins, je vous en parle. Il y a un auteur qui s'appelle Duncan Kennedy. Et lui, c'est un professeur de droit. Et lui, il a dénoncé une chose. C'est que le fait que quand on forme des avocats, à l'université, on leur apprend d'abord à être cynique, à perdre tout sens moral. Pourquoi? Parce qu'on les met devant un cas là, historique, là, un cas qui a été jugé dans un tribunal, où très clairement, des gens puissants, destructeurs, ont spolié un peuple. Ils ont volé un peuple. En allant chercher des minerais, par exemple, de l'or, du cuivre, des diamants, je ne sais pas, en payant pas d'impôts, en polluant, ce qu'on pourrait dire en rudoyant la veuve et l'orphelin, là, tu sais, en étant vraiment, en se comportant d'une manière dommageable pour les gens. C'est un cas. Et là, dans le cas, on se rend compte qu'en droit, c'était légal. Ils avaient le droit. Ils avaient le droit en vertu de la façon dont la loi est écrite. Et ce qu'on essaie de montrer aux futurs avocats, c'est à accepter ça. À accepter que la loi aille à l'encontre de la morale. Et que la loi soit seulement une technique qui soit pensée par et pour les puissants. Et ça, moi, je trouve ça sidérant. Et très souvent, vous avez comme Philippe Couillard qui a un compte à l'île Jersey, qui est le premier ministre du Québec. Il a eu un compte à l'île Jersey. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit « c'est légal ». La Société Totale a fait travailler des enfants de force au Myanmar. Via des partenaires, ainsi de suite, pour construire ses propres infrastructures. Qu'est-ce qu'elle a dit? C'était légal. C'est toujours légal. On envoie des capitaux dans les paradis fiscaux, c'est légal. On fait travailler des enfants, c'est légal. On finance des dictatures, c'est légal. On envoie des armes à des factions qui veulent prendre le pouvoir sur un mode violent pour donner accès ensuite à l'entreprise, à des gisements. On va dire c'est légal. On a tout légalisé. On a légalisé ce qui nous choque du point de vue de la morale. Et ce divorce-là entre la morale et la loi est quelque chose qui devrait effectivement nous révolter. Donc, en peu de mots, vous êtes en train de me dire que le monde font travailler les enfants et tout le monde ferme leurs yeux et ils font comme si rien ne se passe, comme si tout est normal. C'est légal. Ça que vous êtes en train de me dire. Au Myanmar, oui, en Birmanie, là, loin d'ici. Mais d'ailleurs, c'est ce qu'on fait partout. Dès qu'on va dans un magasin, qu'est-ce qu'on voit sur les étiquettes? Made in China. Made in India. Made in Jamaica. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on fait travailler des enfants. On fait travailler des femmes et des hommes à $1 par semaine. Il y a des révoltes, on les mate, on envoie la police. Et en fait, les conditions de travail qu'on prévoit pour ces gens-là seraient inconcevables ici. Ce serait illégal ici de faire travailler des enfants à $1 par semaine. Ce serait illégal. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On a les moyens de faire ailleurs légalement ce qui est illégal ici. Ça s'appelle les zones franches. Et là, les produits qu'on fait là-bas, ils sont loin, il faut les transporter. Alors, on met des conteneurs sur un bateau. Ben, les bateaux, eux, sont enregistrés dans des pays où il n'y a pas de loi pour les travailleurs non plus. Dans les marins, c'est des gens d'Ukraine, par exemple, qui ont $1 par semaine, eux aussi, qui n'ont pas de
de conditions de travail dignes de ce nom, là, pas de pause, ainsi de suite. On peut déverser des déchets toxiques dans les eaux de pêche. En fait, le premier ministre du Canada, au début de ce siècle, là, Paul Martin, était le propriétaire d'une compagnie qui enregistrait ses bateaux dans des pays comme ça, comme le Libéria, puis Malte, puis le Panama. Bon, ben, le monde est organisé pour qu'on puisse légalement faire des choses infiniment plus graves que ce qui vous a amené ici. Absolument. Mais ils ont écrit la loi. La loi est de leur côté. Ils ont fait de la loi juste une technique pour les autoriser à faire ce qu'ils font. Donc, qu'est-ce que vous êtes en train de me dire? Il va y avoir aucune justice qui va se faire. Qui écrit la loi? Les politiciens. Bon, ben, faut les changer. Puis comment on pourrait faire pour les changer? Une révolution. Et comment faire cette révolution? On s'organise. Mais de quelle manière? Une révolution, c'est deux choses. Une révolution, c'est deux choses. C'est un contexte historique dans lequel les gens sentent que ça va pas. On est à 2 doigts de ça. Aujourd'hui, on est à 2 doigts de ça, là. On sent là, que ça n'a pas de sens. Et à un moment donné, il va y avoir des pénuries, parce que quand il va y avoir une crise pétrolière, là, il n'y aura plus des sacs de pain à perte de vue dans les supermarchés. Là. Il n'y aura peut-être même plus de bière dans les dépanneurs pendant quelques jours. Là, ça va aller mal. Parce qu'on ne pourra plus s'approvisionner. Il va y avoir une crise. Et à un moment donné, il va y avoir une crise de confiance. On va se dire, ce système-là ne fonctionne pas. Et quand ça ne fonctionne pas, on prête l'oreille à autre chose. Et là, il y aura sûrement des modèles d'un genre nouveau qui va porter plus sur l'économie au sens de l'épargne, être économe, gaspiller moins, le recyclage, l'entraide, le partage, la socialisation, la mise en commun. Et on va apprendre à être moins individualiste et à mettre en commun ce qu'on a si on évite les fascistes. Si on évite les tarés là, qui vont dire « Non, ce qui reste, je le garde pour moi, puis les autres, c'est mes ennemis. » Mais si on arrive à développer ce genre de conscience, on avancera. Moi, je me bats comme un désespéré pour qu'on quitte le modèle individualiste, qu'on abandonne l'idée qu'on est juste des individus et qu'on revienne à une idée du partage de l'entraide, parce que si on ne réapprend pas à s'entraider, si on ne réapprend pas même à s'aimer, ça peut sembler fleur bleue, mais juste à s'aimer comme semblable, comme sœur et comme frère, là. C'est à sentir on est de la même gang, puis on est dans la même aventure, puis on a intérêt à s'aider, parce que si on ne s'aide pas, ça va être long. C'est juste revenir à ces considérations-là. Si on y revient, ça ira mieux. Si on continue comme on est parti là, c'est-à-dire à se morceler, puis à être toujours au service des plus puissants que nous, pour un petit salaire, pour un petit avantage, pour un petit machin, eh ben, on n'ira nulle part. Et on va s'en rendre compte. Le jour où, pour le type de Longueuil, de Gatineau, de Repentigny ou de Laval, il va en coûter plus cher de mettre de l'essence dans sa voiture que ce que lui rapporte sa journée de travail. Ce jour-là, il va commencer à se dire « Mais je suis vraiment un nigo, moi. J'ai acheté une voiture pour aller travailler, puis quand je vais mettre de l'essence dedans, ça me coûte ma paye. Mais ça marche pas. » Et on est à 2 doigts de vivre ça, là. Et quand ça marchera pas, puis tout le monde va se rendre compte que ça marche pas, puis qu'il n'y a plus rien qui fonctionne, puis on le voit dans certaines régions aux États-Unis où l'État a complètement abandonné des populations entières, ben là, on va se dire, on va essayer autre chose. Vous parlez de révolution, mais je pense que dans ce pays, il manque d'union. Oui. Et pour faire une révolution, il faut être tout unis. Oui. Mais le monde a toujours des préjugés. Oh non, lui, c'est un criminel, je peux pas me mettre avec lui pour justement faire une révolution, pour changer le monde. Vous comprenez? Oui. Donc, comment on peut commencer à partir de maintenant? Moi, ici, qu'est-ce que je vois? C'est du monde qui veulent changer. Donc, comment on va faire pour se réunir, pour faire une révolution? Combien de temps ça va prendre? Ça, c'est effectivement la question. Vraiment. Combien de temps ça va prendre? Ce qui peut faire la différence, c'est le contexte. Aujourd'hui, les gens ont des préjugés. Lui, c'est un criminel. Elle porte le voile. Je sais pas trop qu'est-ce qu'elle pense. Lui est noir. Je sais pas, je me méfie de ces gens-là, des préjugés. Hein. Bon, l'autre, je sais pas, puis ça peut être envers les riches aussi. Hein. L'autre, il porte une cravate, ça doit être un crétin. Tu sais, on est bon. Et on peut se permettre les préjugés quand, en descendant la rue comme ça, on fait ses courses, on a toujours un peu d'argent, on revient avec ce qu'on veut et on vit comme un individu parce que le système nous permet de rester des individus. Mais quand est-ce qu'on va parler à l'autre, là, dont on se méfie parce que lui, il a fait de la prison, puis lui, il porte une cravate, puis elle est noire, puis l'autre, elle a un voile? C'est quand on va avoir besoin de se parler.
À un moment donné, on va se dire, je suis dans le besoin. Parce que là, il me manque quelque chose. Et le système qui me le fournissait ne me le fournit plus. Parce qu'il y a une crise pétrolière, parce qu'il y a une crise de confiance, parce qu'il y a une crise de classe, parce qu'il y a une crise écologique. Et là, on va aller cogner chez celui qu'on méprisait la veille, là. Puis on va le voir, on va voir qu'il n'est pas si méchant, au fond. Puis il y a des talents qu'on n'a pas, puis on peut se compléter, puis on peut apporter. Et c'est là qu'il va y avoir un bris, hein, dans les espèces de corridors individualistes dans lesquels on nous a mis. Puis on va faire une révolution, pas nécessairement au sens romantique, avec des bannières rouges, là, puis des slogans. La révolution, au sens strict, ça veut dire rendre révolu. Hein, ça veut dire reléguer au passé ce qui nous nuit. Hein, faire de ce qui nous nuit des souvenirs. Hein, en faire classer des dossiers, quoi. Dire la bourse, les multinationales, le capitalisme, les partis politiques pourris là, qu'on a eu au pouvoir pendant des décennies, on les rend révolus. Là. On les envoie dans les poubelles de l'histoire, on les envoie dans les manuels d'histoire, on les envoie dans nos souvenirs, dans nos albums de photos, et on essaie autre chose. Et on a vu que dans tel pays d'Amérique latine, ben, il y a eu une constituante, puis là, les peuples se sont mis à réécrire les règles du jeu pour vivre en société sur un mode plus égalitaire. Puis qu'à Saint-Camille, au Québec, il y a une communauté qui a appris à vivre sur un mode égalitaire. Puis les féministes arrivent avec un discours qui peut nous éclairer sur des rapports, hein, hommes-femmes beaucoup plus sereins. Hein. Puis pendant ce temps-là, il y a un discours sur la République, hein, qui est un discours conceptuel, là, qui consiste à penser la façon dont on se donne des règles, même quand on n'est pas pareil. Et là, on va avoir envie de ça, parce qu'il va y avoir un vide, parce qu'il va y avoir une crise, parce qu'il va y avoir du manque. Et là, les relations sont toujours liées à un contexte. Si on est dans un contexte de guerre, vous et moi, on n'a pas la même relation. Si on est dans un contexte d'abondance, on n'a pas la même relation non plus. Si on est dans un contexte de guerre civile, on n'a pas la même relation. Et quand il va y avoir une relation, un contexte de crise, les relations vont changer. Et moi, d'une certaine façon, j'ai hâte. J'ai hâte que ça pète. J'ai hâte que tout s'écroule. On l'a vu, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, la crise du verglas en 1998. Oui, oui. Ben, c'est ça qui s'est passé. Hein? La crise du verglas, qu'est-ce qui s'est passé? Ben là, tout d'un coup, on a besoin du voisin. Puis on s'inquiète de la voisine parce que la vieille dame qu'on méprise parce qu'elle râle tout le temps, puis on la regarde de haut, ben on s'inquiète d'elle. Parce qu'il y a la crise du verglas, elle n'a pas d'électricité. Là. On va cogner à sa porte pour voir si elle est correcte. On va peut-être lui apporter de l'eau. On va peut-être lui apporter... Bon, et c'est quand il y a... On est trop bien matériellement. Et on est trop aliéné. On est trop tourné vers nous-mêmes. Et avec la publicité Facebook, la consommation, et le jour où toutes les digues vont éclater, les verrous vont sauter, là, on va réapprendre à se parler, on va développer des nouveaux modèles. Et le capitalisme a toujours cherché à briser ces modèles-là. Qu'est-ce que fait le capitalisme quand il va au Sénégal? Qu'est-ce qu'il fait le capitalisme quand il va en République dominicaine, au Brésil ou en Indonésie? Il brise les relations sociales, il crée des individus parce que c'est comme ça qu'on a des consommateurs. Parce que quand on brise les relations sociales et qu'on a des individus, on a des gens qui sont dépendants. Et là, on peut leur vendre des trucs, puis on peut s'imposer comme intermédiaire, hein, puis vendre des services. Alors que quand les gens s'entraident, ils n'ont pas besoin d'autant d'entreprises. Hein, Gertrude va te couper les cheveux parce qu'elle sait comment, puis Anita va réparer ton moteur parce qu'elle sait comment, puis Mohamed, lui, il va te donner des cours de musique parce qu'il sait comment, puis Rodrigue, puis Stéphanie, puis Jean, non, ensemble, on sait qui a des talents, puis on s'entraide dans l'amitié. Puis avec peut-être une codification qui va être une petite monnaie qui va juste circuler sans que nécessairement quelqu'un s'enrichisse. Puis on a un modèle sur ce territoire-là, c'est les Premières Nations. L'économie des Premières Nations était une économie de partage. Et dans les Premières Nations, personne n'est un propriétaire foncier. Personne détient une terre. C'est la terre qui nous détient. On lui appartient. La terre ne nous appartient pas. Et on a toute une autre pensée dont on aurait pu s'inspirer. Et je pense que ça va revenir quand on va commencer à manquer de poissons, manquer d'eau, manquer de pain et manquer de tout. C'est un plaisir. Bravo. On est en 2017. C'est rendu que tout s'en va tellement à la commercialisation. Moi, ça me donne comme si c'est une théorie.
Mais ça me donne comme si l'impression que d'ici 100 ans, on va entendre parler des États-Unis d'Apple ou sinon une nouvelle monnaie, le Google Pesos et toutes ces affaires-là. Moi, j'ai vraiment l'impression que bientôt, surtout avec l'avancée de la technologie, même faire des êtres humains, comment on appelle ça, la fécondation in vitro, sera quelque chose contrôlé par certaines compagnies. Il va faire que maintenant, ils vont avoir un contrôle sur la population elle-même, sur le nombre de gens qui... Regarde le Canada. Le Canada, on est quoi, environ 34 millions. On a un plus grand territoire que les États-Unis qui sont environ 304 millions, mais notre territoire n'est pas peuplé. Tout le monde est entassé dans des petites villes à cause que c'est le plus tu es proche de ces villes, le plus tu es proche de cette compagnie-là, le plus tu es proche d'une certaine sécurité, mais qu'ils ont eux-mêmes établi parce qu'eux-mêmes ont établi la crainte. J'ai vraiment l'impression que le monde s'en va quelque part où ça va être complètement commercialisé. Bientôt, on va avoir un gros signe de Microsoft sur la Lune. J'ai rien à ajouter. On sait qu'en Haïti, il y a tout un problème par rapport aux nappes phréatiques, à l'accès à l'eau. Et j'estime qu'ici, on devrait ouvrir les frontières à tous les Haïtiens. En disant, si vous avez des problèmes de santé publique et que vous souhaitez quitter l'île, parce que vous n'êtes pas obligé, là, c'est pas non plus la question, mais si vous le souhaitez, vous êtes bienvenue. Puis on va s'organiser. Il y a des villages qu'on ferme ici. On ferme des villages. Ouais. Donc, bon, voyons, ouvrons les... puis créons une république sur un autre mode. Démantelons le Canada, qui est un projet colonial britannique. Là. C'est un projet impérialiste, le Canada, pour spolier les Premières Nations. Démantelons ce pays qui est insignifiant, quoi. Et créons une république ou des républiques qui ressemblent à ceux qui seront là, quoi. Mais surtout, ne pas se laisser fasciner par ces énormes pouvoirs que sont les grandes entreprises qui ont, avec la publicité, le moyen de nous mettre dans la tête toutes sortes de fantasmes. Quoi. Puis de les voir d'une manière critique, parce qu'effectivement, pendant qu'elles nous mettent des fantasmes dans la tête, à côté, elles exploitent, elles polluent, elles détruisent, puis elles empochent tout ce qu'elles nous font produire. J'ai une dernière petite réflexion, peut-être une question. C'est à propos du futur. Moi, je veux juste savoir, est-ce que tout ce que s'en va et la façon que c'est médiocre, en effet, la médiocratie, est-ce que vous voyez que c'est un mal qui est nécessaire à une nouvelle étape que l'humanité s'en va, ou est-ce que vous voyez que c'est un mal qui va perdurer jusqu'à ce qu'on se réveille puis c'est une nouvelle ère de révolution? Est-ce que vous pensez que ça va finir par elle-même ou que c'est quelque chose qui va continuer et perdurer jusqu'à ce qu'on décide de faire quelque chose? C'est une vraie question, parce que là, il va y avoir une crise pétrolière bientôt. Là. Une grosse crise pétrolière. Une crise de l'énergie. L'énergie pas chère, là, qui nous permet de faire rouler des voitures comme ça, là, c'est bientôt fini. Là. Il va y avoir des crises écologiques graves. Hein, variation climatique, la disparition des abeilles, ainsi de suite. On s'apprête à passer un mauvais quart d'heure. Il y a une auteure que j'aime beaucoup, moi, qui s'appelle Rosa Luxembourg, qui parle dans ce temps-là de contexte révolutionnaire. Et qu'est-ce que c'est un contexte révolutionnaire ou un contexte de révolte, là, si on veut? C'est un moment où, dans l'histoire, on sent que si on continue dans la même direction, on prend plus de risques que si on essaie radicalement toute autre chose. Un gros changement. Donc, et on va y arriver. Ça va être comme évident qu'on ne peut plus continuer comme ça. Ça pourra même plus techniquement continuer. Donc, il faudra penser à autre chose. Et moi, ce qui me fait peur, c'est qu'on soit dans une sorte de vide, une sorte d'ouverture qui suppose une sorte de face-à-face, comme ça a été le cas souvent dans l'histoire, entre des gens qui sont solidaires, qui pensent en termes d'entraide, de partage, en termes collectifs, et des fascistes. Et des gros imbéciles qui vont simplement voir l'espèce de vide comme l'occasion d'un rapport de force, en disant on va prendre ce qui reste et tous les autres, on va les traiter comme des ennemis jurés. En inventant n'importe quel prétexte. Ouais, et prendre une sorte de pouvoir qui peut être un pouvoir de type mafieux aussi. Ça, c'est comme l'Église contre la science. Dans les temps des croisades. Ah, ben, moi, je comparerais ça à l'époque qui a mené Hitler au pouvoir. C'est-à-dire que ça s'est appelé en Allemagne la République de Weimar. C'était une époque dans les années 1920. Puis là, il y avait une tension entre, en gros, les communistes et les fascistes. Là. On n'a pas été nécessairement communiste à l'ancienne, mais je veux dire, des gens qui pensaient en termes de partage, puis des gens qui pensaient en termes de domination des uns sur les autres. Et quand c'est les fascistes qui l'emportent, il y a une petite minorité qui garde ce qui reste, et puis qui domine puis écrase tous les autres. Et aujourd'hui, d'une manière un peu subtile et juridique, on est dans une forme de domination outrancière, mais qui reste quand même, ouverte à certaines formes de délibération, là, certaines formes de débat public, certaines formes d'organisation politique.
Mais c'est pas convaincant non plus parce que c'est un modèle qui est voué à la faillite. Là. Il fonctionne pas du tout. Quoi. Il est pas à la hauteur de ses promesses. Quoi. Bon. Et moi, ce qui me fait peur dans l'avenir, c'est ça. Il faudra, je pense, développer des concepts, des notions pour penser en termes d'entraide, de collectif et pas... Bonjour Alain. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Julien. Enchanté. Avant tout, je tiens à vous dire merci de prendre le temps de venir nous visiter ici aujourd'hui. Ça fait plaisir. Je considère qu'on est vraiment chanceux d'avoir quelqu'un comme vous avec nous aujourd'hui. Je suis chanceux d'être ici. Moi, je suis quelqu'un qui a toujours aimé être libre de toute attache, de tout système. Puis pour vivre cette liberté-là, j'ai beaucoup voyagé. Un jour, j'ai voulu prendre des raccourcis. Le résultat, je me suis retrouvé en dedans, au cœur même du système que je voulais fuir. La vie est bien faite. Aujourd'hui, je peux faire des nouveaux choix, aller voir autre chose un peu. Puis dans toutes les interventions que j'ai entendues sur les grands escrocs et tout ça, une chose que je retiens, c'est voler un œuf ou voler un bœuf, c'est toujours voler. Moi, je préfère voler de mes propres ailes. Et toi, Alain, de quoi tu voles? Peut-être de... La question n'est pas facile. Non, c'est vrai, elle me prend de court aussi. Moi, je vibre beaucoup. Je vais continuer dans le sens de ce que je disais parce que c'est vraiment en phase. Hein. Je dirais que je carbure à ce qui est épique. Okay. Et ce qui est épique, hein, c'est l'épopée, hein, c'est ce qui concerne des groupes. Je suis assez négligent, par exemple, dans la gestion de mes propres affaires, là, mes comptes, mes factures, ce que je dois ou même ce qu'on me doit. Hein? Bon, ça va pas seulement dans un sens, là. Les dettes envers moi, mes dettes envers... quand c'est ma petite personne qui est concernée, je m'ennuie assez vite. Ce qui m'intéresse, en fait, c'est ce qui advient de nous. Puis c'est un nous inclusif, là. C'est pas un nous ethnique ou c'est pas un nous sociologiquement compact, là. C'est simplement... Il n'y a rien qui me rend plus fier. Et il n'y a rien qui ne m'émeut plus que de sentir tout d'un coup un groupe qui se lève contre une adversité dans une forme de dignité. Et la dignité des groupes, moi, m'a toujours beaucoup ému. Quand il y a une grève, hein, et on tient bon, et on s'entraide. Et les gens dans la communauté qui sont pas en grève, là, vont aider les grévistes, vont leur apporter à manger, du réconfort, des informations, des soutiens de tout genre. Ça m'émeut. Quand il y a tout d'un coup des gens qui sont dans le besoin, ça peut être des Syriens qui arrivent. Et là, bon, sur un mode peut-être plus communautaire, on les aide. Je trouve ça aussi touchant. Mais je préfère encore plus les luttes. Les luttes politiques qui consistent à dire aux puissants, on jouera pas le jeu. On va pas se satisfaire des petits encouragements que vous nous donnez, des petits bonbons que vous nous donnez. Et puis, on va pas être impressionné devant les coups de matraque que vous nous donnez. On va se tenir debout. Et on va vous montrer qu'on sait ce que l'on veut, ce dont on est capable. Et très souvent, on avance. On n'obtient jamais tout à fait tout ce qu'on veut, mais on avance. Et ça m'émeut. Et je reviens à l'idée de la contrainte. Moi, c'est moins la liberté qui me donne des ailes, là, qui me fait voler. C'est plus la justice. Et la justice, ça peut supposer une perte de liberté. Mais moi, je veux bien perdre une part de mes libertés si c'est pour un monde plus juste. Si c'est pour permettre à un salopard de s'enrichir, là, ça me dérange d'avoir moins de liberté. Mais je suis bien d'accord de perdre la liberté de bousculer quelqu'un dans la rue si c'est pour faire en sorte qu'on ne me bouscule pas moi. Je veux bien perdre la liberté d'abuser de quelque chose qui appartient à tout le monde si tout le monde le fait en même temps. Mais le problème, c'est quand on perd des libertés pour permettre à des gens d'en abuser, quoi. Il y a en économie... tout le récit sur la théorie, là, sur la personne qui a le fraudeur. Hein? L'histoire dit que si on est dans un système de transport en commun,
Puis en gros, tout le monde paye sa part. On se sent pas idiot à payer sa part aussi. Parce qu'on se dit, tout le monde paie sa part, c'est correct. Puis on a des fonds pour le faire parce qu'on est dans un système assez juste. Là, du moment qu'on contribue à la société, elle nous donne ce qu'il faut pour vivre. Là, il y a des rapports des... Bon, alors je paie ma part, puis je prends l'autobus. Mais si on prend l'autobus, puis on se rend compte que personne paye. C'est juste l'imbécile qui a payé. Alors que tout le monde rentre à pleine porte sans payer. Il dit, moi, je vais arrêter de payer aussi. Je suis pas fou. Alors, quand est-ce qu'on accepte de se priver de liberté? C'est quand on sent qu'on est plusieurs à le faire en raison d'un système auquel on adhère, qu'on trouve sensé. Et quand tout le monde triche, tu dis, je veux tricher moi aussi. Puis quand c'est le premier ministre qui triche, puis quand c'est le chef d'une grande entreprise qui triche, puis quand c'est l'animateur de télévision qui est censé être un modèle pour la jeunesse, par exemple, qui triche, puis que tout le monde triche, on se dit, je vais tricher moi aussi. Puis là, on rentre dans une société de tricheurs. Mais dans une société de tricheurs, qu'est-ce qui se passe? Les gros tricheurs ont toujours plus d'avantages que les petits. Puis les petits sont vulnérables. Alors, mieux vaut être dans une société de droit, où il y a des règles qu'on a débattues ensemble, là, et avec des débats qui n'en finissent pas, parce que la politique, c'est jamais fini une fois pour toutes. C'est qu'on n'est jamais d'accord. Donc, on débat toujours. Mais grosso modo, il y a un cadre dans lequel on se reconnaît. Et donc là, la vie civique peut avoir lieu sur un mode assez sain, quoi. Mais sinon, c'est l'enfer, et on est dans l'enfer. Ouais, c'est vrai qu'ici au Québec, il n'y a pas beaucoup d'unité avec le peuple comme ça. Moi, je me rappelle quand j'ai voyagé en Autriche. Ouais. Là-bas, aussitôt que le prix des choses vraiment nécessaires, le pain, le lait, tous ces trucs-là, les gens vont vraiment se mobiliser ensemble, ils vont arrêter d'acheter. Donc, si le prix du lait augmente trop, si le prix du pain augmente trop, les gens arrêtent d'acheter. Donc, pour protester, en fait. Pour protester, ça. Puis c'est comme une pensée là, que tout le monde a là, en tant que peuple en Autriche. En tout cas, ils sont plus solidaires, ils sont ils sont mieux organisés. Hein. Ouais. C'est intéressant. Ouais. Et où est-ce que vous avez voyagé, sinon? La France, le Maroc, Amérique centrale, beaucoup d'endroits. Où en Amérique centrale? Amérique centrale, Nicaragua, principalement. Ouais. Vous avez vu les exploitations bananières, là-bas? Oui. Banane plantain. Ouais. Ah ouais? Ouais. C'est impressionnant. Ouais, c'est impressionnant, partout. Bonjour. Je m'appelle Samir. Enchanté. On est content de vous recevoir au Souverain. Je vais remplacer mon ami Hamza, qui n'a pas pu se présenter, sûrement à cause des paradis fiscaux. fait que je vais vous lire l'introduction qu'il vous a donnée, puis on va voir ces questions ensemble. Bonjour Alain, je m'appelle Hamza. Tu as écrit plusieurs livres. Moi, un jour, peut-être, je vais en écrire un. Mais j'ai d'abord l'intention de continuer mes études à l'université en sciences politiques. Dans ton livre « La médiocratie », tu écris « Les médiocres sont au pouvoir ». C'est justement ça qui m'intéresse. Je veux comprendre le mécanisme par lequel certains politiciens réussissent à manipuler les opinions publiques pour accéder et se maintenir au pouvoir. Je veux comprendre comment la médiocratie s'est installée à tous les niveaux des pouvoirs et des administrations. Je veux savoir pourquoi on fabrique des produits sur le principe d'une obsolescence programmée. Je suis né en Algérie, j'ai grandi entre Alger et Montréal. Les régimes politiques sont différents, mais la médiocrité est la même. Comment s'en délivrer? Comment s'en libérer? Je te pose la question. Intéressant. Déjà, moi, je dirais que ceux qui ont le pouvoir, là, c'est pas vraiment les politiciens. Ils l'ont, en partie. Mais oublions pas que les grands banquiers, les gestionnaires des grandes sociétés comme Apple ont plus de pouvoir encore. C'est une sorte de réflexe qu'on a d'associer le pouvoir aux politiciens. Ouais. Et c'est pas faux, mais c'est pas entièrement vrai, quoi. C'est pas complet. Ouais. Maintenant, ce qui est intéressant, quand est-ce qu'on devient médiocre? C'est quoi être médiocre? On est tous médiocres, hein? Partons de ça. Ouais. C'est-à-dire, un jour ou l'autre. Ouais. Être médiocre, c'est quoi? C'est incarner la moyenne. Okay. Alors, d'où vient le mot médiocrité? Il vient du mot moyen. Hein? Quand on parle de ce qui est supérieur, on va dire la supériorité. Quand on parle de ce qui est inférieur, on va dire l'infériorité. Quand on parle de ce qui est moyen, on ne dit pas la moyenneté. On dit la médiocrité. On dit la médiocrité. La médiocrité, c'est ce qui relève de la moyenne. Mais il y a une différence entre moyenne et médiocre. Okay. La moyenne, c'est une abstraction.
Hein, on peut parler, par exemple, de la connaissance moyenne qu'ont les Québécois de leur histoire, du rythme moyen auquel on va du point A au point B, de l'omelette moyenne. Je dirais. Bon, voilà. La moyenne, c'est en fait une abstraction. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des bonnes omelettes, des mauvaises omelettes, des gens qui marchent vite, des gens qui marchent lentement, des gens qui sont très, très calés en histoire, des gens qui sont pas. Et là, la moyenne, c'est une sorte de synthèse. La médiocrité, c'est la moyenne incarnée. Okay. C'est l'obligation à être moyen. C'est pour ça que moi je dis que la médiocratie, c'est pas un nivellement par le bas, contrairement à ce qu'on a tendance à penser, c'est un nivellement par le moyen. C'est qu'il faut pas être trop mauvais. Il y a pas une organisation qui va tolérer qu'on arrive en retard, qu'on sache pas parler au patron, qu'on puisse pas remplir un formulaire, qu'on prenne pas ses pauses à temps, ou ainsi de suite. Mais il n'y a pas un patron non plus qui voudra qu'on questionne la façon dont le formulaire est écrit, qu'on réfléchisse aux règles, qu'on soit éthique, que des choses qu'on refuse de faire en disant non, ça y est pas question que je fasse ça, c'est pas du tout moral, qu'on soit passionné, qu'on ait des idées, qu'on soit innovant. Non, il faut être moyen. Hein? Terne, beige, plate. Ah, ça, là, le régime adore ça, là. Et ça, l'avenir est à ces gens-là. Hein? Quand on n'a pas d'imagination, puis on est juste conforme. Le conformisme, bon, au pouvoir. Et comment ça a commencé, ça? Il y aurait 1000 façons de le dire. Hein? Je veux dire, je pense pas qu'on y ait échappé souvent dans l'histoire, mais il reste qu'on a transformé la médiocrité en une obligation, là, avec la révolution industrielle il y a un peu plus de 100 ans, quand on s'est mis à travailler sur des chaînes de montage. Hein, je ne sais pas si vous avez vu déjà le film Les temps modernes de Charlie Chaplin. Non. Tu sais, il est sur la chaîne de montage, vous verrez ça un jour, là, il est avec ses vis comme ça, là, puis il travaille comme un fou. Et en fait, la cadence n'est pas déterminée par lui, c'est que l'ouvrière et l'ouvrier à l'usine n'est qu'un rouage de la grosse machine. Et donc, il fallait que les ouvriers soient interchangeables, il fallait qu'ils soient formatés parce qu'ils étaient sur la chaîne et ils devaient suivre une cadence qui était objective. Et donc, on a commencé à créer un être médiocre sur le plan du travail manuel, parce qu'avant, on avait des charpentiers, des horlogers, des gens, des forgerons qui avaient des pratiques, des métiers, des compétences, des fonctions. Là, on en a fait simplement des exécutants à la chaîne qui, comme des tarés, là, frappaient sur le même clou toute la journée, au même rythme. Et là, on les a rendus médiocres. Et on a fait la même chose du point de vue symbolique dans des grandes bureaucraties, dans des grandes organisations. Là, il fallait avoir le même vocabulaire, les mêmes arguments de vente, parler de la même manière, au même rythme, de la même façon à tout le monde, avec le même accent. Bon, et il y a eu la même chose sur le plan émotif. Là, aujourd'hui, quand on embauche quelqu'un dans un restaurant, il faut qu'il soit joyeux, heureux, sympa. C'est ça. Bon. Donc, on a effectivement des robots. On a fait de nous des robots. Exactement. Et c'est ça la médiocrité, c'est de faire de nous des robots. Hein? Donc, il faut être à un certain standard, mais jamais plus. Et jamais être intelligent. Pas trop, en tout cas, pas un trop. Petit peu. Jamais avoir de morale, pas trop. C'est toujours dosé. Il faut être vraiment plate. C'est ça que la société nous demande, d'être vraiment plate. Et là, elle est contente de nous quand on est très plate. Là, elle nous donne des médailles, des augmentations de salaire, des vestons, des voitures de fonction, des téléphones, là, parce qu'on est vraiment plate. Là, et puis quand on écrit, quand on pense, bon. Et donc la médiocratie, c'est pas seulement les politiciens, c'est pas seulement les puissants, c'est surtout ceux qu'on dans notre système. Soumet. C'est-à-dire, nous tous, on veut de nous qu'on soit médiocre. Qu'on ait envie d'aller à Cuba, mais pas trop longtemps, puis dans un site touristique, c'est ça, puis qu'on n'aille pas voir plus loin, puis qu'on n'aille pas parler aux gens, qu'on consomme un petit peu, mais pas trop, mais beaucoup. Ben voilà, tu sais, c'est ça, être médiocre. Et quand on nomme le problème, on n'a plus envie de l'être. On n'a plus envie de jouer ce jeu-là. On n'a plus envie d'être le dindon de la farce. Voilà. Donc, c'est ça qui m'a intéressé. Et si on veut faire carrière, malheureusement, le système nous dit d'être médiocre. En fait, je m'amuse souvent à imaginer les comportements types face à la médiocratie. Là. Puis je ne vais pas tous les énumérer, parce que ça peut être long, mais en gros, il y a ceux qui d'emblée décrochent. D'emblée se disent « Ah non, moi jamais. J'irai jamais travailler pour un patron. J'irai jamais mettre les pieds dans cette usine. J'irai jamais me soumettre à ce jeu-là parce que ça me dégoûte. C'est même pas politique, là, ça me dégoûte, ça me révulse. Je vais vivre à la marge, je vais squatter chez des amis, je vais m'organiser, je vais être précaire, je vais peut-être être dans l'illégalité, je sais pas, mais je peux pas tolérer cette aliénation-là. C'est trop humiliant, c'est trop stupide, je suis même pas capable. Hein? Je veux dire, je vais devenir fou avant de commencer. Ça, c'est une attitude qui se peut. Et ensuite, il y a les gens aliénés.
C'est ceux qui se sont toujours fait dire que c'était comme ça que ça marchait, puis ils imaginent pas autre chose, puis ils y vont, puis ils sont malheureux, mais ils se demandent pourquoi ils sont malheureux, puis ils se culpabilisent parce qu'ils sont malheureux alors qu'ils pensent qu'il faudrait être heureux. Puis ils regardent les pages Facebook de leurs amis, puis tout le monde semble toujours plus heureux que soi. Alors on essaie d'être heureux soi-même, puis on prend des somnifères pour dormir, puis du café, puis on tombe dans l'alcool le vendredi, puis on essaie de sourire, puis mais moi, on est tout le temps malheureux, mais on pense qu'il faut être heureux là-dedans, puis on devient fou, puis c'est une névrose. Hein. Puis après ça, au milieu, il va y avoir... ceux qui adorent ça, les médiocres, là, ceux qui sont là-dedans comme des poissons dans l'eau, ils grenouillent, ils se font des renvois d'ascenseur, ils plantent des couteaux dans le dos, ils s'organisent en bande. Ça, l'avenir est à eux, puis c'est ceux qu'on voit partout. Ensuite, il va y avoir des gens qui savent que ça n'a pas de sens ce qu'ils font, mais il faut payer le loyer, il y a des bouches à nourrir, faut vivre. Donc, on se dit, bon, c'est dégueulasse ce que je fais, je vends des médicaments à des gens qui n'en ont même pas besoin, ou, je veux dire, je sais pas, moi, je fabrique des objets qui vont casser demain, puis c'est fait pour ça. Mais on le fait parce qu'on est coincé. Mais on est conscient, contrairement à l'autre qui prend des pilules puis qui comprend pas. Ouais, c'est ça. Là, on est conscient que ce qu'on fait, c'est pas souhaitable. On n'est pas, on mérite mieux. On sent qu'on pourrait prétendre à mieux, puis on est coincé là-dedans. Puis très souvent, ça fait des gens qui vont aller dans le syndicat, par exemple, ou qui vont écrire des lettres au journal, ou qui vont résister, ils vont faire du sabotage, ils vont se faire congédier, parfois pour insubordination. Bon, c'est ça. Bon, puis il y a ceux qui, moi, je suis plus là-dedans, là, ceux qui ont décidé, et je le conseille pas, là, parce que ça fait pas une vie facile, là, c'est un peu précaire, mais c'est ceux qui ont décidé de tout dire, de dénoncer tout ça. J'ai vu, tu sais, une fois, j'avais entendu parler d'un ministère en Allemagne où les fonctionnaires étaient tous en dépression. Ils tombaient comme des mouches. Et là, il y a eu une enquête pour savoir pourquoi dans ce service-là, tout le monde était malade comme ça, des dépressions, des congés de maladie, burn-out, tout ça. C'est parce que la conclusion de l'étude, c'est que l'écart était trop grand entre ce que les fonctionnaires savaient et ce qu'ils étaient tenus de dire. T'es obligé de mentir, t'es obligé de dire que le mur est bleu. Il n'est pas bleu, le mur, mais on te dit, dis à tes clients que le mur est bleu. Tu sais qu'il n'est pas bleu, mais on te dit de le dire. C'est toute une tension intérieure. Eh bien, les gens craquent. Et moi, j'ai décidé que je dirais ce que je pense. Et mon métier, finalement, c'est de dire ce que je pense. Toute vérité n'est pas bonne à dire, apparemment, mais je ne suis pas de cet avis. Mais si j'ai une question à vous poser personnellement, là, pas par rapport à Hamza, par rapport aux médicaments. Les médicaments qui sont prescrits pour l'anxiété, puis la dépression, puis tout. Le monde qu'on n'a pas vraiment besoin, parce que moi, j'ai toujours dit, environ tout le monde souffre un peu d'anxiété. Tout le monde a une petite anxiété, une petite dépression. Parce que la vie, elle est pas belle. Que ça soit pour un médecin, ou pour un détenu, ou pour quelqu'un qui travaille derrière le McDonald's, c'est de même. Il y aura toujours quelque chose qui va te déranger. Il va pleuvoir quand tu pensais qu'il faisait beau. Ici, ça. Ton enfant est malade. Ta mère attrape le cancer. Ça te brise le cœur, puis tout. Fait on va tout finir par avoir une dépression, une petite anxiété. Puis moi, je pense que les médecins, dès qu'ils voient quelqu'un qui est pas capable de penser comme moi, puis de comprendre que c'est un peu normal de fois de pas bien filer, ben, il commence à te prescrire des médicaments. Puis ça, ces médicaments, c'est comme de la drogue. Pourquoi quelqu'un, il tombe addict à la drogue? C'est parce que quand il la prend, il oublie ses problèmes puis il se sent bien. Mais c'est illégal, ça rend les gens accros. Mais c'est la même chose avec les antidépresseurs qui se font prescrire à des gens qu'on n'a pas vraiment besoin. Un médecin, c'est un pusher. Ben oui, c'est incroyable. Mais je voulais savoir si vous avez déjà enquêté sur ça ou si vous avez déjà parlé de ça sur un plateau ou quoi que ce soit. Mais moi, je suis d'accord. J'ai pas de peine à imaginer que c'est effectivement le cas dans un très grand nombre de circonstances. Très souvent. Le malaise devient un marché, mais aussi, les médicaments ne servent pas simplement à rendre les gens mieux. Effectivement, c'est un marché. Là, il y a l'État qui paye pour quelqu'un qui se dit malade, donc la société pharmaceutique vend des médicaments, elle fait beaucoup d'argent, donc elle a intérêt à ce qu'on se dise malade. Donc elle va même parfois créer elle-même les protocoles pour diagnostiquer les maladies. Commence avec ça. Oui, c'est ça, exactement. En plus de permettre à des compagnies pharmaceutiques de faire beaucoup d'argent, les médicaments permettent de rendre les gens efficaces au travail. C'est pas leur bien-être qui nous intéresse, c'est qu'ils soient efficaces au travail. Genre les déficits d'attention, être heureux, ne pas être déprimé, être genre comme ça un peu pimpante au bureau d'accueil. Je veux dire, c'est ça qu'on veut. À ce point-là, ça va jusqu'au bureau d'accueil puis au réceptionniste. Mais non, l'idée, c'est qu'effectivement, on soit efficace. Les individus doivent être efficaces au travail. Alors, la médicamentation, tout le soutien psychologique, toutes les ressources humaines
humaines vise pas à rendre les gens heureux, à les rendre efficaces. Efficace. À la fin de la journée, c'est ça. Que tu t'effondres chez toi en pleurant, on se moque, quoi. Puis on passe à côté des problèmes parce que très souvent, les gens qui sont vraiment mal, parce qu'il y en a, on peut dire que c'est pas juste de la petite anxiété, là. Il y a des problèmes aigus d'anxiété, mais très souvent, ils ont cette anxiété-là pour des raisons sociales, pas pour des raisons individuelles, mais on culpabilise la personne en disant « tu es malade ». C'est pas vrai. Alors que la personne peut, en quelque sorte, être mal en point en raison de contraintes sociales. Sa situation sociale. Par exemple, il y a des gens qui sont sur l'aide sociale. Ils sont malades. On leur prescrit des médicaments. Mais pourquoi ils sont malades? C'est parce qu'il y a de la moisissure dans leur immeuble. Et la moisissure, c'est toxique, là. Ils vont avoir des problèmes respiratoires. Donc, plutôt que de régler le problème, qui est un problème de moisissure dans le logement, on va donner des pilules, des médicaments. Ouvrir les branches. Oui, c'est ça. Et donc, on va faire tourner le système pharmaceutique plutôt que de s'attaquer au problème qui est social, qui est lié à la pauvreté, qui est lié aux inégalités sociales, qui est lié au manque de distribution de la richesse. Alain Deneau, je te remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui. Tu sais, toi, t'es un homme sérieux, qui parle de choses sérieuses, et j'espère que le monde te prend au sérieux. Tu sais, il y a un énoncé que je ne sais pas vraiment qui l'a écrit, mais que j'ai vu quelque part, puis il est resté toujours dans ma tête. Ça dit, ce que l'homme ne peut apprendre avec la sagesse, il va l'apprendre par la souffrance. Et moi, quand je vois souffrance, je pense pas directement à une souffrance physique ou n'importe quoi, mais je parle plus de souffrance dans le sens d'un choc. J'aurais besoin que tu choques l'humanité. Imagine qu'on serait en ce moment devant le siège social de l'ONU et que ce serait ta seule et unique chance de pouvoir expliquer le problème au monde. Mais pas de l'expliquer d'une façon théorique, de leur montrer, de leur dire en face à face, regardez, on est des êtres humains, on est des gaspilleurs d'énergie, et une des plus grosses énergies sur la planète, c'est nous-mêmes. Alors, ce que je vais te demander de faire, c'est pour non seulement moi et nos souverains anonymes qui sont ici avec nous, mais pour le monde, de regarder la caméra et de dire et d'avertir le monde, mais de le choquer. J'ai besoin que tu le choques. Avertis le monde. Dis-leur, ouvrez les yeux. Vous avez les yeux ouverts, mais ouvrez-les vraiment. Est-ce que vous voyez ce qui se passe? Je sais pas si ça sera en regardant la caméra, parce que j'ai l'impression que tu es plus une incarnation de tout le monde que la lentille d'une caméra. Donc, ce que je te répondrai, c'est que lorsque j'écris ou que je parle, j'ai l'impression que ce qui choque, ce sont les faits eux-mêmes. Hein? Le gouvernement canadien a créé un système qui permet aux sociétés minières canadiennes de polluer le Mali, de rendre, même dans certaines régions du monde, les femmes victimes de fausses couches en série. Bon, à Yatela, il n'y avait pas, quand j'ai écrit le livre, d'enfants de moins de 3 ans dans la communauté parce que la mine est en fonctionnement depuis 3 ans. Il y a des guerres terribles en Sierra Leone, au Congo, Kinshasa. Des centaines de milliers de morts, là. On est face à des problèmes de corruption qui entraînent des pertes énormes, les hôpitaux qui ferment ou des hôpitaux qui n'ouvrent pas, des fonds qui sont détournés, les sables bitumineux qui sont exploités par les sociétés pétrolières. On a des communautés amérindiennes comme ça qui boivent du pétrole. Je veux dire, que tout est cochonné. Et quand on écrit des chansons, quand on écrit des livres, quand on fait des discours, il n'y a rien de plus puissant que de susciter une impression plutôt que de la dire soi-même. Et ce qui est choquant aujourd'hui, c'est que les faits sont insupportables. Et on n'a même pas besoin d'en rajouter. On décrit ce qui se passe et ça suffit à saisir l'esprit. Bon. Et ce qui m'étonne, moi, c'est qu'on en soit encore en 2017... Une majorité de gens se demandent encore qu'est-ce qu'on peut faire. Ça me sidère. Ça fait des décennies qu'on se fait prédire la catastrophe. Ça fait des décennies qu'on nous parle en termes apocalyptiques de l'avenir. Personne n'est capable de se projeter dans 100 ans.
Tellement on sait qu'il n'y aura plus de poissons dans les océans, que les glaciers fondent, que le dessert avance, que le climat surchauffe, qu'il y a des fous ici et là qui sont élus à la tête de leur pays, qu'il y a des crises sociales, qu'il y a des crises météorologiques très puissantes, qu'il y a des problèmes liés à la souveraineté alimentaire, qu'il y a une surexploitation de plastique, par exemple, on ne sait plus où ranger les déchets, que le ciel lui-même est devenu une énorme poubelle pour nous. On le sait, il n'y a plus d'abeilles. Il n'y a plus d'abeilles. Je veux dire, c'est complètement fou parce que ce qu'on mange est lié à la pollinisation des abeilles. Les abeilles, c'est pas juste le miel, là, c'est les tomates, c'est tout ce dont on a besoin parce que les abeilles pollinisent les écosystèmes de façon à ce que les légumes puissent pousser. Bon, et on en est encore à se dire qu'est-ce que je peux faire d'une manière complètement statique, complètement apathique, en disant hier je regardais TVA, ce soir j'ai regardé TVA, demain je vais regarder TVA, puis je sais pas quoi faire. Mais je veux dire, mets la hache dans ta télé. Je veux dire, arrête d'être complètement en quelque sorte soumis à une sorte de monologue, celui du pouvoir. Et organisons-nous. Moi, ce que j'espère, c'est que les faits soient suffisants pour qu'on se saisisse et qu'on n'ait pas besoin de héros. Hein, que le peuple soit son propre héros. Ouais. Ah oui, on en a eu des héros, là. Ouais. C'est bon, Lénine, Staline, tout ça, là, puis Hitler, puis des héros, on en a eu. Donc, là, on est mûr pour un nous fort, un nous qui est un nous de l'entraide. Et quand je dis l'entraide, puis le partage, puis la collaboration, puis la mise en commun des biens, je parle pas en termes romantiques, là. Je suis pas fleur bleue en train de pleurer, va dire tous les humains de la Terre vont se tenir la main, ils vont s'aimer. C'est pas du tout ce fantasme-là qui m'intéresse. C'est un problème de nécessité. On a besoin, on s'aime pas tous la face, là. Il y a plein de gens qu'on supporte pas, mais à un moment donné, on va avoir besoin les uns des autres. Ça va être un besoin qui va s'organiser politiquement. Et s'il ne s'organise pas politiquement, ça va être la guerre civile. Ça va aller vraiment mal, quoi. Et on a intérêt à le comprendre, juste rationnellement, là. On n'a pas besoin d'aimer tout le monde, mais il faut qu'on comprenne qu'il faut qu'on s'entraide parce que bientôt, ce modèle-là, qui est le nôtre maintenant, il va arriver à son terme, il va exploser, quoi. Il va tomber en faillite. Et ça sera à nous de penser autrement, autre chose, selon de nouveaux modèles. Et c'est grâce à des rencontres comme celle d'aujourd'hui que cela est envisageable. Le fait que ça vous tente ici, aujourd'hui, de parler de ces questions-là, c'est une source d'encouragement énorme. Parce que ça veut dire qu'on est capable de se projeter vers autre chose que le régime qui, à un titre ou à un autre, est pour nous défaillant. Vous avez jamais, des fois, l'impression que l'humanité essaie d'évoluer d'une façon tellement rapidement et tellement prématurément que on est en train de foncer, c'est comme un train qui est en train de foncer dans une gare où les portes sont fermées. Et que tout ce que ça va faire, c'est que on va arriver à un point où on pourra même pas décrire qu'est-ce qu'on est en tant qu'humanité. Ouais, on va beaucoup trop vite, en effet. Tout va trop vite. La cadence, là. Tout est trop cadencé. Les gens parlent vite, pensent vite, agissent vite, achètent vite, jettent vite. Ouais. On pense plus. On a seulement on le voit dans les médias sociaux, on a seulement des petits caractères, des mots, des hashtags. Oui, c'est ça, des clins d'œil, quoi. Ouais. Et si vous auriez un dernier mot à dire, un petit mot d'encouragement qui représente tout l'espoir que vous aurez. J'ai terminé un de mes livres qui s'intitule Politique de l'extrême centre par Radicalisez-vous. Radicalisez-vous. Alain Deneau, c'est avec plaisir, à partir d'aujourd'hui, et pour tous mes amis souverains anonymes, que je te nomme officiellement Souverain Anonyme. Souverain Anonyme. Souverain Anonyme. Mesdames et messieurs, monsieur Alain Deneau. Commandité par Sprite.
C'est vrai qu'on n'est pas le même à l'écran. Non, je viens de me voir, j'ai retourné ma tête direct. Oui, moi, je me vois là depuis tout à l'heure. Non. Je me regarde jamais, hein. Vous m'avez vu. Ouais, moi, ce que vous avez vu, je l'ai jamais vu. Moi. Non, hein? Je suis pas capable.